Dis-le lui que... Bonjour à tous, bonjour à vous, madame, messieurs, merci de nous retrouver. C'est un vendredi spécial également sur les antennes d'Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith qui démarre à l'instant. Merci à vous de trouver, comme d'habitude, de l'intérêt à nous retrouver sur cette plateforme et surtout sur cette antenne d'Equinox qui est votre télévision. Et comme vous le savez, le slogan reste encore visible et restera, quoi qu'il en soit, au-delà de l'image, nous vous rendrons toujours compte. Et notre mission sur ce plateau également, tous les matins, c'est de vous rendre compte des événements qui gravitent autour du Cameroun, mais surtout des réalités d'actualité. On en parle, on décrypte, on débat, on va plus loin également dans vos familles. On tente également de ressortir quelques réalités et de les exposer au vu et au su de tout le monde afin que chacun puisse apporter sa petite contribution à l'édifice justement du Cameroun qui nous interpelle. Ce matin, dans l'histoire du jour, on s'arrêtera également sur un problème exceptionnel qui concerne les familles aujourd'hui et la gestion des familles polygamiques et la place en même temps du leader. Comment expliquer qu'un monsieur, à son âge, 80 ans et plus aujourd'hui, soit déchiré par des guerres intestines avec sa 6e épouse et les enfants qui sont pratiquement éloignés du papa? Comment expliquer qu'il y ait verrouillage de cette 6e épouse au sein de la famille? Comment en sortir? Peut-on trouver une solution efficace à cela? On en parlera dans un instant avec Dominique Audrey Oyengele qui est là pour l'histoire du jour et certainement quelques analyses qui vont aller avec. Tout à l'heure, dans le cas de la collège Charles Armel Mathieu, vous l'entendrez encore, il s'arrêtera justement sur le train de vie des députés au Cameroun. Des questions seront à poser, vous les poserez au courant de l'émission. Merci à vous, madame, messieurs. Alors, on vous rappelle aussi que pas mal de sujets seront encore évoqués. Karine Santia s'arrêtera sur la réalité autour du décès de Delphine Tsanga Tsogo. Vous en parlerez et on en parlera avec vous au cœur de l'émission. Merci à vous, madame, messieurs, de trouver tout l'intérêt à nous rester fidèles. Charles Armel Mathieu, je commence par vous pour vous dire bonjour. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour, monsieur Michel Ngadjou. C'est un plaisir justement de vous savoir présent. Nous comptons sur les différentes contributions sur ce plateau, madame, messieurs, pour aller plus loin. Et le temps, bien sûr, de dire bonjour également à Karine Santia qui est avec nous ce matin. Karine Santia, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Et nous tournons rapidement vers vous, Dominique Audrey Oyengele. Bonjour Dominique. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vais très bien, J'espère également que vous allez mieux ce matin. Ah ouais, très bien. Beaucoup mieux. C'est bien, c'est très important. Allez, donc, je voudrais justement rappeler aux téléspectateurs que les plateformes sont connues, 10-12, le Zénith sur Facebook ou encore Equinox TV. Vous allez, madame, messieurs, rester avec nous et vos contributions sont attendues. Merci à vous. Allez, Dominique Audrey, tout à l'heure, nous parlons bien sûr de l'histoire du jour. Oui, vous nous ramenez très loin dans des problèmes de famille, la polygamie encore ce matin, séquestration d'un papa. Il s'agit de quoi? Il s'agit du fils de la 2e femme qui écrit. Mais aujourd'hui, il écrit au nom de toutes les 5 autres femmes et de leur colonie. Entendez par là leurs nombreux enfants, parce qu'il ne m'a pas donné le chiffre exact, mais ils sont très nombreux. Il raconte que son père a 90 ans et en 2016, son père a eu un AVC qui l'a rendu hémiplégique et aphasique. Conséquence, depuis lors, la santé de son père est boitante et tout. Donc, il dit que plus jeune, lorsque son père s'est marié, il était marié sous le régime polygamique avec la première femme. Et que de fil en aiguille, puisqu'il avait un peu d'argent, son papa a eu le courage d'aller demander la main de la fille de son chef de village. Et il a eu la dame en mariage. Donc, c'est là qu'est venue la 2e femme, dont il est le fils, celui qui nous raconte l'histoire. Également, après le mariage, il raconte que son père a encore eu beaucoup plus d'argent. Il est passé de millionnaire à milliardaire et au fil du temps, il est devenu notable dans ce village-là. Il a donc pris une 3e et une 4e et une 5e femme. L'histoire prend son sens lorsque cet homme, son père, décide de prendre une 6e femme. Et la 6e femme n'est autre que la sœur cadette de la 5e femme. Depuis qu'elle est entrée dans cette maison,
Rien n'a plus été pareil, surtout avec la maladie de son père qui date de 2016. Il raconte que depuis que son père est malade, ils n'arrivent pas à mettre l'œil sur leur père. Lorsqu'ils arrivent à la maison pour voir papa, la sixième femme, elle appelle la police, la gendarmerie, ceux-ci les mettent dehors. Il raconte que certains de ses frères ont même déjà été incarcérés, que c'est grâce au procureur de cette localité-là qu'ils ont été libérés parce qu'il n'y avait pas de raison pour qu'on les incarcère, mais que cette sixième femme use de l'argent, des moyens mis à sa disposition par leur père pour pouvoir les mettre mal à l'aise, les éloigner le plus possible. Cette femme est arrivée en mariage, cette sixième femme arrivée en mariage avec un enfant. Et le jeune homme qui nous écrit nous raconte que ce n'est que l'enfant de cette femme qui a la possibilité de voir son père. Il dit qu'il y a une situation qui s'est posée et ils n'ont jamais compris ce que ça voulait signifier. C'est que certains de ses frères ont pu accéder à la chambre où était leur père. Et dès qu'ils sont entrés, leur père leur a fait signe de la main de ressortir. Ils sont sortis de là. Ils disent qu'aujourd'hui, avec la première femme, qui est la femme légitime, la sixième est en justice, toute la famille a intenté des procès à cette sixième femme, mais ils ne comprennent pas pourquoi, par quelle alchimie, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore eu de solution à ce problème-là. Il raconte qu'il a déjà pris une femme et qu'il a des enfants, et jusqu'aujourd'hui, ni sa femme ni ses enfants ne connaissent son père. Toutes ces femmes sont éparpillées dans la nature. Lui, sa mère est rentrée dans sa famille, la première femme est de son côté avec ses enfants, la cinquième, la troisième, la quatrième, chacune est partie de son côté. Donc, ils aimeraient comprendre ils aimeraient savoir comment gérer cette situation et ils racontent qu'ils sont en train de s'inquiéter pour leur père. Comment faire alors dans ce genre de situation ? Merci beaucoup Dominique Audrey. C'est une réalité quand même, hein, aujourd'hui dans nos sociétés, mais surtout dans nos villages et dans nos familles polygamiques, que ce soit au Cameroun ou même en Afrique aujourd'hui. Une sixième femme qui, selon l'histoire que vous nous restituez ce matin, oui, est celle qui crée le désordre, oui, et éloigne justement les enfants de leur papa. C'est assez grave quand même. Oui. Non seulement elle éloigne ses enfants de leur papa, les petits-enfants ne connaissent pas leur grand-père qui est pourtant vivant, oui, aujourd'hui. Oui. Les 5 autres femmes, chacune rentrée, on va dire, se chercher ailleurs, et elle éloigne tant qu'elle peut justement les enfants de ce monsieur auprès de monsieur. Mais lorsque l'enfant vient quand même retrouver le monsieur qui dit « sortez de la maison », du doigt, oui, dont il ne parle même pas. Oui. Voilà, c'est assez grave quand même. Charles Amel Mbachou, c'est un sujet qui interpelle justement nos communautés traditionnelles, nos familles, les polygames et surtout les réalités qu'on peut avoir au sein de ces familles polygamiques. Disons-le comme ça. Une sixième femme, dérangeuse, aguicheuse, qui sème la zizanie. Comment est-ce qu'on peut... Quelle est votre analyse justement de cette histoire de ce matin ? Il faut dire qu'il y a des bons et des mauvais mariages. C'est un mauvais mariage de la part de ce monsieur qui n'a pas pris sur lui de pouvoir laisser la possibilité aux autres de voir. On ne se lève pas un matin pour prendre une femme, pour la mettre à la maison. Il y a des gens qui interviennent, il y a les membres de la famille, il y a des amis, il y a, comment on va dire, des autres acteurs de la société qui observent et qui vous disent que vous avez une femme, cette fille peut être une bonne femme, elle peut être une mauvaise femme. On prend la peine quand même d'observer ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les femmes, ce n'est pas que les femmes ne s'entendent pas, non. Les femmes s'entendent puisque les autres femmes vaguent à leurs occupations normalement. La première est en justice, la deuxième est en justice, la troisième, donc tous ont choisi d'attaquer cette femme. C'est une femme qui est rentrée, c'est ce qu'on appelle les femmes vipères. Et les femmes vipères, elle est rentrée avec un venin, très mauvais de venin, ce que la Bible appelle, le serpent, là, on l'appelle l'aspic, je préfère bien utiliser cela, c'est-à-dire qu'elle a injecté son venin, l'homme est sous l'emprise de sorcellerie, d'un envoûtement, elle a envoûté l'homme ne réagit que par elle. Pourquoi le tient-elle dans la chambre? Pourquoi n'a-t-il pas le droit d'accepter les autres? C'est parce qu'on lui a mis un miroir. Le miroir est devant chaque personne, on a mis un masque. Voilà, c'est une femme dans la... Ce qu'on va dire, c'est qu'il n'y a rien pour le moment sinon que convier des grands prêtres traditionnels pour pouvoir exorciser la maison et la faire partir afin que tout le monde puisse rester tranquille. Mais est-ce que c'est une possibilité aujourd'hui, exorciser la maison, la faire partir? Est-ce qu'on est sûr également que ces prêtres, ces grands prêtres traditionnels auront les coudées nécessaires justement pour pouvoir
la déloger de là. Peut-être c'est l'objectif. Hein. Ça peut être dû, mais ce n'est pas impossible. Il y a des femmes que lorsqu'elles arrivent, elles s'arrangent. D'autres femmes vont chercher des grenouilles, une grenouille en dessous de la maison. Elle prend la grenouille, elle bande les yeux de la grenouille. Il y a des rituels dans le travers lesquels elle fait de cette grenouille son mari. Elle ferme les yeux. La grenouille meurt, elle met la grenouille dans une boîte. Tant que le bandeau là reste sur l'œil, son mari ne verra personne d'autre qu'elle. Il y a d'autres qui enterrent des cornes. Donc lorsqu'elle entre dans la chambre, à l'entrée de la chambre, le mari sort, elle fait creuser, ou pendant la construction de la maison, elle enterre des choses. Donc ça se fait, on enlève. Très bien. Merci beaucoup, Charles Amel Mbathiou, ce matin pour cette première approche sur ce plateau. L'histoire du jour de Karine Santia, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire qu'on ne cherche pas la femme pour chercher la femme. Parce que cet homme a visiblement voulu avoir plusieurs femmes pour avoir des femmes. Et finalement, il est tombé sur une bonne. L'histoire nous dit qu'il a eu plus d'argent, il a épousé plus de femmes. Il a eu plus d'argent, il a épousé plus de femmes. Donc c'est l'argent. C'est quand on a de l'argent qu'on peut épouser plus de femmes. Si vous n'avez pas assez d'argent, n'épousez pas plus de femmes. Et justement parce qu'il a eu de l'argent, il est tombé sur une femme qui était là pour l'argent. Voilà ce que les gens mettent devant lorsqu'ils vont, ils vont chercher des femmes. Leur grosse voiture, leur grosse maison et comment je veux dire, leur compte bancaire. Et ça fait que la personne qui est en face vient vers vous pour cela. Et son objectif, c'est de dépouiller autant que possible. Parce qu'elle sait que vous êtes déjà partant. Et si vous partez, tant mieux. Maintenant, si vous ne partez pas, vous allez en souffrir. Et vous avez 5 femmes avant et une après, qui réussit à prendre le dessus sur toutes les autres, y compris les enfants, alors qu'elle n'a même pas d'enfants avec ce monsieur. Elle était là en mission. Elle est venue en mission. Et dites-vous bien, c'est la sœur de la 5e. Soit c'est un coup monté avec la 5e, soit c'est que la 5e a montré à sa sœur comment est-ce que son mari est bien et tout. Et elle a dit, mais pourquoi tu veux manger seule? Et elle est venue s'accaparer. Sauf que les choses qu'on a laissées, elle aussi, elle a goûté. Elle ne veut plus que personne d'autre y passe. Et c'est ce qui se passe généralement dans les mariages polygamiques. Lorsque l'autre vient, généralement, elle s'emploie à ce que soit l'homme ne reconnaisse même plus celle qui était là avant. Et du coup, vous voyez, même quand on commence à partager une semaine ici, une semaine là-bas, elle veut prendre même un mois. Vous voyez? Donc, à un moment donné, lorsque l'homme arrive chez elle, elle fait tout pour qu'il ne sorte plus. Même quand elles sont dans la même maison, c'est-à-dire dans le même appartement, la femme, dans sa chambre, son mari peut faire là-bas 2 mois, il ne sort pas. Pourtant, les autres femmes sont là et elles attendent leur tour. Parce que c'est ça, c'est les affaires de tour. Et à un moment, et cette femme aujourd'hui, elle est l'image même des femmes que les hommes aiment, apparemment. Ah bon? Apparemment, oui, parce que comment le savez-vous? Oui, ils aiment les femmes qui les accompagnent dans leur vie. Donc, les femmes qui ne vont pas dire que ne fais pas. Quand ils claquent de l'argent, oui chérie, on va en avoir plus. Ah bon? Mais bon, puisqu'elle a réussi à l'embrigader, elle a réussi à l'enfermer, ça a commencé comment? C'est pas le premier jour qu'elle lui a donné ça, forcément. Ça veut dire qu'ils ont d'abord entretenu une petite relation, ils sortaient ensemble et ainsi de suite. Ben, c'est sa femme, hein, c'est sa 6e épouse. Hein. On n'a pas dit que c'était sa petite. Hein. Ils sont devenus époux comment? Il a trompé sa femme. Donc il l'a rencontré dans la rue, il a dit viens, on parle à la mairie directement. Mais on vous dit bien dans l'histoire qu'il a épousé cette 6e femme. Je pose une question. Voilà, donc, avant de l'épouser, ils n'ont pas été en relation. Ben ça, c'est ce que les C'est ce que je dis. Non. On ne se rencontre pas en route et on part directement à la mairie. On se rencontre en route, même si c'est seulement 2 semaines. Vous savez pas on les passe ensemble. Il y a des familles, il y a des mariages arrangés. Oui, Dominique Audrey. Oui, si je parle pas de mariage arrangé. Oui, le monsieur en question nous mentionne qu'il n'y a que la première et la deuxième qui ont été dûment dotées. Le reste, c'est des... Elles viennent et puis elles s'en vont, ou bien non, elles viennent et il les a s'installent. prises comme ça. Voilà. Donc c'est même pas son épouse. Elle n'est même pas dotée. Elle n'est même pas dotée. Et elle réussit quand même. Mais c'est quand même bizarre hein, que la police... Je suis désolée, mais quand on appelle la police pour les bandits, ils demandent s'ils ont les armes. Ils disaient qu'il pleut. Mais vous appelez la police pour qu'on vienne arrêter les enfants de votre mari parce qu'ils veulent voir leur père. La police vient. Regardez à quel niveau est-ce qu'on se situe.
Ce sont des histoires que parfois on partait au commissariat. Je sais quand même qu'avant, avec ces histoires de famille et autres, on partait au commissariat et chacun se faisait entendre. Parfois, on vous envoyait au service social et ainsi de suite. Mais là, vous voyez que finalement, la femme, elle a le pouvoir, surtout, je ne sais pas quel charme elle utilise pour couvrir tout le monde, mais vraiment, elle est puissante. Et ce qu'ils peuvent faire, c'est utiliser les mêmes moyens qu'elle. Il faut combattre quelqu'un en utilisant les mêmes moyens qu'elle. Peut-être en employant le côté spirituel que Charles Hamel a employé, mais je pense que si les enfants même de ce type, de ce monsieur, veulent que cette femme, soit elle parte, soit qu'elle libère leur père, parce qu'ils peuvent porter plainte pour séquestration. Oui, parce que la personne est une personne âgée. Mais on vous dit qu'elle a toutes les armes, non, elle a tous les outils. Pas seulement. La personne qu'elle garde est une personne âgée. Les enfants peuvent justifier qu'ils ne jouissent même plus de toutes ses facultés et ils veulent être en contact avec elle. Ils ont l'impression qu'il est subi même des maltraitances. Ils sont capables de porter plainte et de gagner. Prenons l'avis de Dominique Audrey justement sur l'histoire de ce matin. Et ça vous fait sourire, Dominique Audrey, pourquoi? Parce que la dame a le bras long. Je crois que le monsieur dit qu'ils sont dans les tribunaux, ils ont des avocats, machin. Et rien ne fonctionne parce que justement, cette femme, elle a un large spectre d'action où elle peut opérer. La situation, l'histoire de ce matin met en avant l'arrivisme de cette femme. Généralement, on confond l'ambition et l'arrivisme. D'abord qu'il faut plaindre, moi je plains le fait qu'un homme qui a déjà pris une femme prenne sur lui et le courage d'aller prendre la petite sœur de sa femme, de commencer à entretenir des relations avec celle-ci et après de la prendre comme une épouse. Vraiment, il faut être un démon. Le plus grand des démons pour avoir le courage de faire ce genre de choses à une femme qui est entre guillemets. Mais dans l'histoire, vous nous faites savoir justement qu'il y a eu un accord entre la 5e et la 6e, non? Non. Elle a tapé dos à sa sœur. Et elle est entrée dans la maison. Et maintenant, elle a arraché le mari à 5 autres femmes. D'accord. Donc, vraiment, à ce moment-là, l'homme est d'abord la cause de son malheur. C'est la raison pour laquelle, moi, je dis aux gens, ok, il faut avoir plusieurs femmes. On dit généralement qu'on ne mange pas le manioc tous les jours. Mais à force de mélanger tous ces compléments-là, toutes ces femmes-là, ça vous conduit à ça. S'il était resté avec sa première femme, il n'aurait pas eu ce genre de problème. Il aurait eu ses enfants et aujourd'hui, il serait bien encadré pour un homme de 90 ans sans avoir ce genre de problème. Aujourd'hui, on ne sait même pas si cette femme lui change ses couches parce que, honnêtement, à un certain âge, on n'a pas la force suffisante pour pouvoir se déplacer. Et en plus, il est en train de vivre les conséquences d'un AVC. Comment est-ce qu'il mange? Comment? Il y a plein d'interrogations. Et les inquiétudes de ces enfants et de ces femmes sont fondées ce matin. Si vous n'avez pas... Moi, si on emploie le côté spirituel également ici, il y a des risques que le monsieur meure. Donc, si la famille de cet homme, les enfants... Qu'il décède à la suite justement du maître de la dame... d'un combat spirituel, parce que c'est lui qui est au milieu. Si la femme de son côté lui donne sa part d'écorce et machin, de potions magiques là, et ces autres femmes de son côté conjuguent les efforts pour faire aussi pour eux d'incantations de l'autre côté là-bas, le pauvre monsieur, c'est ça qui va le tuer. C'est ça qui va le tuer. Donc, malheureusement, aujourd'hui, dans notre société, on a cette catégorie de personnes, que ce soit en famille et en amitié, qui sont simplement ambitieuses, et pas ambitieuses, arrivistes. Et par cet arrivisme-là, elles sont prêtes à tout. Elle écrase tout et tout le monde sur son passage pour pouvoir arriver à ces fins-là. Donc, cette catégorie de femmes ou bien d'individus est à plaindre. Et il faut prendre la peine de les observer. Donc, on vous entend parler justement, d'abord, vous ne validez pas la polygamie premièrement, mais vous n'avez pas trouvé de place pour la deuxième épouse ici. Qu'est-ce que vous dites d'elle? Parce que le fils qui vous transmet l'histoire, c'est le fils de la deuxième épouse. Oui, il dit que sa maman, ce qu'elle a fait, c'est protéger ses enfants dans la mesure du possible. C'est vrai qu'ils sont dans les tribunaux, mais... sauf si c'est pour une histoire d'argent ou bien d'héritage de milliards à partager. Mais si c'est simplement pour être sûr que le papa va bien, c'est autre chose. Mais si c'est pour l'héritage, comme je dis ici tous les jours, le plus grand héritage que votre parent puisse vous donner, c'est l'éducation. Ce sont des valeurs. Parce qu'aujourd'hui, lui, il est aussi chef de famille. Donc, il transmet simplement les valeurs à son père. Qu'ils se cherchent et qu'ils attendent. Si leur père meurt, parce que c'est ce qui va arriver, malheureusement, on va les informer de cela. Et vous laissez cette femme avec tous ses biens, ça ne sert à rien. L'histoire, justement, a été restituée ce matin, madame, monsieur. On va déjà souhaiter à nouveau ce matin. On va dire bonjour à Bonbon Bengan Kandji. Bonbon, bonjour. Bonjour. Vous avez entendu justement les différentes approches sur ce plateau. À la suite de cette histoire qui a été restituée par Dominique Audrey, polygamie, gestion justement de ce couple-là, mais surtout
de ce monsieur qui a plus de 80 ans, hémiplégique, on l'a très bien dit, confisqué par une 6e femme, avec qui d'ailleurs, ils n'ont peut-être pas d'acte de mariage légalement, mais qui est dans le foyer. Mais on ne dit pas si c'est un mariage coutumier, au moins c'est Dominique Audrey. Il n'y a pas de mariage coutumier. Non, parce que c'est un mariage coutumier quand même reconnu. Hein. La première est mariée sous le régime monogamique. D'abord que le reste là, elles n'ont même droit à rien. La première mariage sous le régime monogamique. Oui, et la deuxième a simplement été dotée. Donc les 2 premières ont été dotées et il n'y a que la première qui a un acte de mariage. D'accord, très bien. Alors, c'est une histoire assez compliquée quand même ce matin. Peut-être votre éclairage permettra à ce garçon qui est le fils de la deuxième épouse, qui se demande comment gérer la situation, rencontrer mon papa, le connaître, faire connaître ses petits-enfants à papa et prendre soin de lui. Prendre soin de lui, peut-être le sortir même des griffes de cette 6e femme avec qui il vit et qui pourrit la vie justement à tout le reste de la famille. Comment vous comprenez ça? Non, cette histoire n'est pas compliquée. Elle est compliquée et justement parce que nous vivons dans un environnement qui n'a pas de repères. Cette histoire remet au goût du jour 2 conceptions, 2 préceptes. Le premier, c'est que les lois de la République, de notre République, ne régulent pas les rapports sociaux. Ne régulent pas nos rapports sociaux. Deuxièmement, c'est que ce monsieur, oui, polygame, a plusieurs femmes, mais il n'a pas obéi aux règles qui régissent la polygamie. Donc, en fait, c'est la désorganisation sociale et sociétale qui est ici mise en jeu. Pourquoi? Parce que, en fait, la dernière épouse, l'expression qu'on utilise souvent, c'est qu'on la prend pour t'accompagner faire pipi. Tel semble ne pas être le cas ici. Et les autres épouses viennent avec le consentement de la première. En fait, c'est la première qui épouse les autres. Quand vous dépousez donc, au fur et à mesure que vous épousez les femmes, les autres viennent et vous achètent les sous-vêtements. Pour justifier quoi? Pour justifier, on vous achète un cabas et des sous-vêtements. Pour justifier que la polygamie. Oui, c'est encadré. Pour vous dire que nous partagerons désormais le même homme, c'est ça? Non, que désormais cet homme n'est plus à vous, la première femme, et il est à moi. Il est à moi, c'est comme ça que ça se faisait. Donc, en fait, la première épouse vous dit, je suis vieille, occupe-toi de ton papa. En fait, c'est dans le jargon traditionnel, on ne l'appelle même pas ton mari. Occupe-toi de ton papa. Je ne peux plus me lever tout le temps à 2h du matin, l'accompagner faire pipi, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça le problème. Voilà comment ça se faisait. C'était bien encadré. Maintenant, puisqu'il a les moyens financiers, on peut lui concéder d'avoir même 5-6 épouses parce qu'il a les moyens. Maintenant, quel est donc le rôle de la famille? La famille veille. La famille, à partir de ses enfants et garçons, les aînés, ils veillent à l'encadrement de papa parce que l'aîné des garçons est comme le petit frère de papa. L'histoire nous dit justement que la 6e dame est venue et elle a tout bouleversé. Personne, tout le monde. Parce qu'il n'a pas obéi, le monsieur lui-même. Il est occidentalisé comme vous. Il arrivait des situations exceptionnelles où vous pouvez prendre la cadette de votre épouse si celle-ci n'a pas fait d'enfant. Et c'est la famille de la femme qui vous dit vraiment, Marthe n'a pas fait d'enfant, bon, il y a Madeleine là, voilà comment ça se passait. Donc ce n'est pas vous qui sortez nuitamment pour aller jeter là-bas où vous envoyez l'enfant, vous achetez le pain, vous l'appelez par derrière. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. C'est pas comme ça que ça se fait. Donc ce garçon, pour qu'il retrouve une solution, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut lui dire justement ce matin? Un conseil de famille. Organisé par qui? Par lui, par l'aîné des garçons. Il réunit un conseil. Il n'est que l'enfant de la deuxième femme. Hein? Et oui, mais il organise un conseil de famille parce que même si papa meurt là maintenant, pour bénéficier, s'il avait travaillé d'être retraité et tout, il faudra un procès verbal de conseil de famille et un certificat de non-remariage pour les autres qui sont mariés. Donc, la première chose, c'est un conseil de famille. Et quand le conseil de famille saisit un juge d'instruction ou un procureur, ne vont même pas au commissariat. Le commissariat n'a pas saisi un juge d'instruction ou un procureur par rapport à ça. Donc, ici, c'est pour ça que je dis les lois de la République ne régulent pas
le fonctionnement de la société aujourd'hui. C'est ce qu'il faut faire. Un conseil de famille, saisir un procureur ou un juge d'instruction et le problème sera décanté. Charles Hamel. Maintenant, sur le plan traditionnel, bon, s'il y a des sorcelleries, il y a plein de prêtres indiens qui vont sauver la vie, qui vont, est-ce que c'est, voilà. qu'il ait même fait des pratiques avec la tortue, avec les crapauds ou avec je tenais justement à vous dire que Charles Hamel tout à l'heure a parlé de 4 puisque en fait c'est également. ça, à bien vous regarder, vous allez voir que cette fille a envoûté cet homme. Peut-être que l'homme voulait faire des tours de passe-passe comme peut-être il était un playboy. Maintenant la fille l'a mis dans sa nasse. Et on peut sortir cet homme de sa nasse. Quelles aient été les pratiques maléfiques de cette fille sur lui. Merci beaucoup, Mbon Bengan. Merci à vous, madame, monsieur. Vous savez ce qu'il y a de faire pour pouvoir nous apporter vos contributions à l'histoire du jour. 10-12, le Zénith sur Facebook, Equinox TV sur Facebook encore. Il y en a beaucoup parmi vous qui ne sont pas encore abonnés à la page Equinox TV. Allez rapidement le faire, c'est très important. Regardez l'émission qui est diffusée en live là-bas et laissez-nous bien sûr vos commentaires. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de blagues quand même. Hein, parce que si vous nous laissez les commentaires, nous les lirons simplement. Voilà. Bon, permettez-nous également de vous dire que laissez-nous des commentaires de façon à ce que ceux qui viendront après vous puissent lire vos avis et que ceux qui ont posé des problèmes, quand on les y envoie, qu'ils lisent justement ces différents avis sur la page Facebook. Vraiment, c'est très important. Allez, nous comptons sur vous. 10-12 Zénith également, c'est toujours sur Facebook. On vous attend et il y a un contact qui s'affichera tout à l'heure au bas de l'écran. Laissez-nous également vos contributions. On vous parlait justement de la colère de ce matin, madame, messieurs. Dans un instant, on ira savoir ce que ça va nous proposer en même temps avec Charles Membatiou, qui est là, très très fâché ce matin, très en colère. La colère de Charles Hamel, c'est maintenant. Je m'interroge ce jour sur la question du train de vie des élus de la nation, transformés en élus des partis politiques, élus des différents villages. On défend mieux la représentation du village que la circonscription pour laquelle on a été élu. Comment comprendre que les députés, les élus de la nation, se comportent comme des bayam selam? Ils vendent aux plus offrants. Ils vendent leur voix aux plus offrants sans jamais prendre la peine de pouvoir analyser, décrypter l'ensemble des sujets qui leur sont proposés. C'est vrai qu'au niveau de l'Assemblée, toutes les propositions sont faites pendant la conférence des présidents et que cela soit fait précisément par un membre du gouvernement commis à cet fait. C'est vrai aussi que pendant la même conférence des présidents, l'ordre en termes de priorité est toujours décidé par ce membre du gouvernement commis pour cette session. Quel est donc le poids des députés si tout devrait leur être imposé venant du régime en place? Comment comprendre que les députés, même en ce qui concerne les comptes rendus parlementaires, font des copies, une apparition sporadique, distribuent des feuilles, donnent un peu à manger et s'en vont, laissant les populations plus que jamais assoiffées de savoir. Pourtant les poches sont remplies, pourtant les poches sont bien pleines. Nombreux ont été les députés qui ont perçu leurs 10 millions. Avec 8 millions de projets, de micro-réalisations, de micro-projets. Quel micro-projet?
Les députés du Cameroun vivent bien. Ils vivent tellement bien qu'ils ont oublié ce pourquoi ils ont été élus par le peuple. Comment comprendre que loin de passer leur temps entre la circonscription et l'Assemblée nationale, ces élus passent le clair de leur temps dans des tournées inutiles, des déplacements incongrus dans les tournes d'eau de la République. Je suis député, je m'en fous. Si on s'en tient à leur revenu, les députés sont loin d'être les plus mal lotis au Cameroun. Un député vaut un peu plus de 9 millions de francs CFA au bout d'une année. Pour quel résultat? Ceux qui ont précédé les actuels députés, qu'ont-ils fait, chacun dans sa circonscription? Point d'interrogation. Nos chers amis députés sont situés dans l'ordre de 900 000 francs CFA par mois, en plus d'avantages divers, comme hôtel particulier, chauffeur, gardien, véhicule, frais de représentation. Savez-vous qu'à chaque session convoquée, l'Assemblée nationale donne 1,2 million de francs CFA à chaque député en guise de prime de session? Pour une année, ça fait 3,6 millions de francs CFA pour les 3 sessions ordinaires prévues. Imaginez les sessions extraordinaires. ... à la ligne. Argent frais qui se décharge au 3e étage de l'Assemblée nationale où se trouve le service financier du Palais des Verts de Ngouaikele. Hormis toutes ces sommes, chaque année, les députés reçoivent de l'argent pour financer les micro-projets dans leur circonscription, soit 8 millions de francs CFA par député. Vraiment, dites-moi si les populations ont la joie de goûter aux fruits de ces projets-là. Où? Lorsque ce n'est pas des cahiers qu'on distribue, eh bien on peut déclarer à l'Assemblée qu'on a procédé au dépannage. On a procédé à l'aide sociale des parents qui chaque jour viennent toquer à la porte du député disant que l'enfant n'a pas mangé, l'enfant n'est pas allé à l'école. Façon de dire que cet argent est dilapidé ainsi. Savez-vous qu'au bout d'un mandat, un député encaisse pas moins de 40 millions de francs CFA. Au début de chaque mandature, les 180 députés doivent percevoir des frais d'un mandat. Pour chaque député, il faut compter 10 millions de francs CFA. Précisons, pour les 157 députés, il faut prévoir 10 millions de francs CFA. Les 23 autres membres du bureau se taillent la part du lion. En plus de cet argent, les élus ont droit à un crédit automobile non remboursable. Pour les députés qui en font partie ou partie du bureau exécutif de l'Assemblée nationale, le crédit automobile est 4 à 5 fois plus important que celui des députés en charge. Imaginez ceux qui sont là depuis l'âge de Mathusalem. Calculés en termes de mandature, nous sommes à la 10e mandature. Ils sont combien qui sont installés là depuis des années? Ils prennent. Pourtant, dans leur circonscription, il n'y a pas un hôpital équipé. Il n'y a pas de salle de classe équipée. Il n'y a pas d'éléments basiques de vie. Allez à l'extrême nord, plus précisément chez l'un des membres les plus influents de l'Assemblée nationale, vous allez vous rendre compte. Comment comprendre que sur le budget, 4 milliards 197 millions consacrés aux primes, achat des véhicules de fonction et équipements divers, des nouveaux députés débloqués par le ministre des Finances, le bureau du Parlement, qui compte 23 membres, s'arroge la somme de 2 milliards 630 millions de francs CFA. Président de l'Assemblée nationale, pour 5 ans, 80 millions. Son premier vice-président, 70 millions. Les autres 5 autres vice-présidents, 60 millions. Les 4 questeurs, 55 millions. Les 12 secrétaires du bureau du Parlement, 45 millions par personne. Le secrétaire général, lui, 60 millions. Les adjoints, 55 millions de francs CFA. Les conseillers techniques du PAN, 35 millions de francs CFA chacun. Les chargés de mission,
30 millions de francs CFA, soit véritablement 2 milliards et poussière. Les 157 autres députés se taillent 1 milliard 570 millions. Savez-vous qu'outre cela, chacun de ces bénéficiaires va recevoir dès la 3e année de l'actuelle législature les 2/3 de son allocation pour l'entretien du véhicule acquis. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas écoutés quand il leur arrive de faire beaucoup de bruit. Comment comprendre le fait pour ces députés de se réfugier derrière ces guéguerres invisibles, virtuelles qui existent entre eux et les maires? Il faut le savoir. Pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent à discuter? Comment comprendre le fait pour ces maires, ces députés, d'avoir beaucoup d'argent et de ne pas avoir de cabinet parlementaire? Poser la question. Pourquoi n'ont-ils pas de cabinet parlementaire? Pourtant, ils ont reçu l'argent à cet effet. Personne n'a de bureau, c'est au téléphone. Honorable, je souhaite vous rencontrer. Passez à la maison. Honorable, j'ai un problème. Je suis en réunion dans tel hôtel, venez m'attendre dans la salle d'attente. Honorable, j'ai ci ou ça, voilà la vie. Comment comprendre ces dépenses faramineuses de ces élus qui, au lieu de se concentrer sur les besoins vitaux des populations, avec tout cet argent des micro-projets obtenus, ils se retrouvent plutôt à faire des dépannages incongrus à des individus inconnus de la République et des individus qui ne sont même pas dans leur circonscription administrative. Dépenser de l'argent pour le plaisir, dépenser de l'argent pour paraître beau, alors qu'il y a des gens qui ont souffert, qui ont pris de leur temps, qui ont pris de leur énergie, qui se sont déplacés pour aller vous donner une voix, une seule voix, sa voix du changement. Mais hélas, déception de déception, nous ne faisons qu'y aller. Colère de Charlemagne ce matin, le train de vie des députés, problématique d'ailleurs. On ne reviendra pas sur tout ce qui a été dit ici. Mais vous demandez, madame, monsieur, vous qui nous regardez, laissez-nous vos commentaires. Dites-nous exactement qu'est-ce que ça vous inspire, cette colère de Charlemagne ce matin. Comment vous la comprenez? Comment vous vivez avec les députés au quotidien? Quel regard vous jetez justement sur leur train de vie? Comment est-ce qu'ils se comportent avec vous déjà en passant? Je peux vous dire, Charlemagne, il y a quelques fois, je me suis rendu dans mon petit village à moi-même, connaissant justement un député qui est d'ailleurs une camarade de classe, à qui je dis bonjour, je lance la main comme ça, elle ne vous reconnaît plus. C'est assez compliqué. Au-delà du train de vie également, il y a une réalité conjoncturelle sur le terrain. Est-ce que les députés travaillent pour le peuple ou ils travaillent pour le parti? Bon, Bengal, comprends justement la colère de ce matin. On a le sentiment que ceux qui nous regardent ce matin sont même plus fâchés que nous, et plus fâchés que Charles-Hamel. Quel est votre sentiment ce matin? C'est un problème de manque d'éducation politique pour les députés. Première chose. Deuxième chose, il y a une mauvaise foi qui est manifeste au regard des pratiques dans la chambre, dans cette chambre depuis des années, je dirais même depuis 1960. Malgré le fait que régulièrement on change le règlement intérieur pour l'adopter à, j'allais dire, à la configuration du moment, mais les anciennes pratiques restent. Et ce sont ces anciennes pratiques qui priment même sur les lois qu'ils votent eux-mêmes à l'Assemblée nationale. La première chose dans ces pratiques, c'est quoi? Les députés, avant d'aller à une session, en principe, les textes disent que des projets de loi qui leur sont soumis leur sont donnés 15 jours avant pour leur permettre, au sein de leur permanence parlementaire justement, d'organiser des séances de travail avec les experts et surtout dire aux populations qui les ont élus de s'imprégner du projet de loi qui sera en discussion et d'apporter des amendements possibles. D'abord, s'imprégner, c'est-à-dire être au courant, et lui proposer des amendements possibles à l'Assemblée. Et c'est ça qui fait que le député est considéré comme député de la nation. Mais c'est sur les textes. Député de la nation, pourquoi? Parce que chaque député appartient à une commission. Puisque vous ne pouvez pas appartenir à toutes les commissions, vous avez
comme prenons le projet de loi sur le code des nationalités, ou même, bon, parce que ça c'est à revoir, sur l'activité artistique qui a été adoptée dernièrement. Pour ceux qui sont à la commission des lois constitutionnelles, ils ne sont pas là à la commission des lois sociales, commission des finances, ils ne siègent pas. Donc, vous qui êtes donc à la commission des finances, par exemple, vos propositions d'amendement seront renvoyées à vos collègues députés qui siègent à cette commission, qui discutent de ce projet de loi avant la plénière. Voilà comment ça se fait. Donc, celui qui est dans le maillot cani, il peut bien normalement donner ces trucs à celui, à l'élu, je ne sais pas moi, de Voury Sud. Il lui dit, bon, voilà les propositions d'amendement de ce projet de loi. Et pour venir justement au train de vie. Et lui, il attendra la plénière pour reprendre la parole lui-même, pour dire que non, vraiment, le travail fait en commission. Donc, en fait, que ce soit en commission ou en plénière, les députés devraient travailler en symbiose. Très bien. Mais maintenant, pour en venir au train de vie des députés, le constat qui se fait sur le terrain est un constat amer aujourd'hui. Pour beaucoup, en même temps, dans le sentiment qu'ils ne sont plus là pour écouter le peuple. Ils ne sont plus là pour représenter le peuple qui les a élus. Mais non, chacun se fait ce qu'il a à faire, comme un peu d'argent dans la poche. Et comme Charles l'a très bien dit, on résout ses propres affaires et non les affaires justement de ceux qui vous ont élus. Comment vous comprenez ça? Non, moi je ne pense pas que les députés ont beaucoup d'argent. Ou alors sont très bien traités. Je pense plutôt que, précisément parce que on a pensé que le travail du député était un travail saisonnier. Lorsqu'il n'y a pas de session, il ne travaille pas. Non, c'est un travail permanent pendant 5 ans. Donc, en principe, les émoluments et tous les avantages qu'on lui donne, en principe, ne sont pas exagérés. Mais c'est eux-mêmes, et là c'est la deuxième chose, qui amènent donc les populations à les considérer comme les privilégiés de la République. Parce qu'ils ne travaillent pas. Ce que dénonçait Charles Hamel tout à l'heure. Ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Mais donc ça va donc être quelqu'un parce qu'il a les 8 millions, il achète 2 tables bancs par-ci, et 3 livres par-là, il organise un cinéma là en disant qu'il a donné les frais scolaires assis ou c'est là. C'est un peu ça. Mais en fait, ce qu'on leur donne, même ceux qui sont là, ce qu'on leur donne, je ne peux pas, mais ce n'est pas exagéré de toutes les manières. Parce que c'est un travail permanent, il doit avoir une permanence parlementaire. Très bien. Une permanence parlementaire où il recueille chaque fois à longueur de journée les propositions de ceux qui l'ont élu et les porter en haut. Donc, malheureusement, ils sont dans leurs affaires, ils sont ainsi de suite. Mais il y a quand même certains députés. Même ici, je pense qu'ici à Douala, il y a 2 députés qui ont des permanences parlementaires. D'accord, mais dire qu'ils n'ont pas grand-chose, dire qu'ils n'ont pas grand-chose. Joshua a une permanence parlementaire, Nietzsche et Do Collins, ils ont les permanences parlementaires. Dit justement qu'ils n'ont pas grand-chose, mon Bengal, on connaît tout le combat qui se passe derrière tous les jours. On sait comment ça se passe pour devenir député au Cameroun. On connaît les batailles intestines pour être élu député au Cameroun. D'ailleurs, hier, sur ce plateau, Charles Hamel est revenu sur ce genre de réalité. Les financements, comment ça s'achète en même temps, ces positionnements. Bref, passons. Karine Santia, le train de vie des députés au Cameroun est quand même... ça laisse à désirer. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui que ces députés-là sont aussi respectables à travers leur train de vie ou aussi respectables parce qu'ils sont les élus de la nation? Moi, je ne sais pas sur quel plan me baser. Parce que les députés que nous connaissons après les élections ne sont plus pareils. C'est-à-dire que l'habitude qu'ils ont, c'est de vendre le rêve. On va vous donner ci, on va vous donner ça, on va vous construire des étangs de pisciculture, on va vous former, on va vous payer les écoles, on va vous faire des formations, on va, je ne sais pas trop, relance économique de la localité, permettre aux jeunes d'avoir un travail, on va vous donner des fourrages, on va vous donner des tables bancs dans les salles de classe, on va vous donner, je ne sais pas trop quoi encore. Même quand ils viennent dans les médias, ils critiquent ce que l'autre qui était là avant a fait, mais lorsqu'ils arrivent, ils font pareil. Pourquoi? Je me rappelle quand même que
plusieurs d'entre eux ont battu campagne et ont été plusieurs fois invités même à Radio Equinox. Mais depuis lors qu'ils ont été élus, lorsque vous les appelez, vous prenez rendez-vous avec un député, vous avez tout arrangé, vous rappelez même peut-être 2 jours avant, 1 jour avant, vous rappelez même 3 heures avant le rendez-vous, mais puis ils vous plaquent. Et après, il ne vous envoie pas un message pour vous faire des excuses, pour vous dire vraiment j'ai été pris à des minutes et tout, mais rien, il ne vous donne pas ce genre de message, il s'en fout de vous. Et pourtant, avant qu'il ne soit élu, c'est lui qui venait à votre porte chaque jour, dit non, invitez-moi aujourd'hui, machin et tout, pour programmer même leurs invitations. C'est comme ça qu'il se comporte. Maintenant, après les élections, lorsque on sait que l'argent alloué pour les micro-projets a diminué. Avant, c'était 8 millions, mais maintenant, c'est 6 millions. Non, c'est 8 millions. C'est 8 millions. C'est resté 8 millions. C'est 8 millions. Parce que je sais quand même que l'année dernière, avec la TVA et tout, on avait prélevé. C'est 8 millions. Des prélèvements ont été faits, les voix sont levées, oui. Mais jusqu'à présent, on reste encore 8 millions. 8 millions. C'est 8 millions. Voilà. D'accord. Et depuis lors, on sait qu'avant que les députés n'aient cet argent, ils déposent des projets. Avant qu'on leur donne le projet. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça ou bien c'est juste de manière écrite. Mais je sais qu'avant qu'ils le font, on dépose d'abord le projet et quand le projet est validé, avant qu'on vous donne cet argent. Maintenant, est-ce qu'on s'assure que sur le terrain, les projets sont réalisés? Je ne sais pas. Il y a plusieurs députés ici qui ont fait, pendant leur campagne, ont fait des projets et tout, mais vous voyez que chaque projet avait leur nom, leur propre nom à eux. Donc, un projet, le député X, le prétendant à la députation X, a un projet, le projet se nomme X. Et lorsqu'il finit l'élection, ça devient genre, il recrute les jeunes pour faire une formation dans son projet. Et pourtant, le projet était pour les jeunes. Donc, c'est maintenant genre, c'était un don qu'on vous fait. Quelque chose comme si vous avez des nécessités et puis on vous aide. Et pourtant, à la base, c'est un projet qu'il doit réaliser. Et après, il faudra qu'on voit ce qui a été fait. Non, c'est même le fonds public que le contrôle supérieur de l'État doit contrôler. Malgré son immunité parlementaire, voilà. On doit contrôler. Mais que le contrôle supérieur de l'État ne le fait pas. Il y a les questeurs dont le rôle est d'aller contrôler, descendre sur le terrain. Parfois, vous voyez des députés qui ont battu campagne dans une localité. Ils ont fait 5 ans sans descendre dans cette localité. Mais le jour où il faut rebattre campagne, ils descendent dans cette même localité avec une cohorte de personnes, mais ils ne vous disent jamais ce qu'ils ont fait de l'argent qui a été déversé pour les micro-projets. Peut-être c'est ce que Dominique Audet est en train de nous dire également pour, je vous coupe Karine, je donne la parole rapidement à Dominique Audet, qu'elle nous dise, est-ce que en regardant le train de vie des députés aujourd'hui, de ces élus locaux, Dominique Audet, on a le sentiment que c'est plus des businessmen, des hommes d'affaires, que ceux qui pensent à l'avenir de la nation et à l'avenir même des Camerounais dans leur essence même. À cela, je vais ajouter des chercheurs de buzz inutiles. De buzz qui n'aident pas les jeunes de leurs circonscriptions respectives parce qu'on s'est retrouvé à observer que certains de nos députés font une certaine promotion. Je ne vais pas dire la promotion de la médiocrité, mais la promotion dans le mauvais sens. Si on essaie même simplement de faire le round-up de tout ce que ces députés nous présentent aujourd'hui, vraiment, si c'est ça être député, c'est que le Cameroun n'en a pas besoin. Lorsque vous regardez les prérogatives qui encadrent le rôle d'un député de la nation auprès des électeurs, parce qu'en ce qui concerne le travail à l'Assemblée nationale, c'est autre chose, et que même quand on observe ce qu'ils font chez nous ici au Cameroun, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit ailleurs, et pourtant ailleurs ça marche. Vous devez vous rendre compte qu'un député, lorsqu'il n'est pas à l'Assemblée nationale, doit être avec les électeurs de sa circonscription électorale. J'ai envie qu'on regarde un peu la localité de Ngodi Bakoko ou bien de Mbanga Pongo. Avez-vous l'impression qu'il y a un député là-bas qui a reçu l'argent des micro-projets ? C'est la circonscription de Vouri-Est. Voilà, question. Maintenant, à côté de ça, il est question... Je précisais que l'école de Ngodi Bako, de Banga Pongo a perdu les toitures. Il n'y a pas de table-banc, c'est dans un état. Et tous ceux qui ont fait les campagnes pour être députés sont passés là et ont promis. Voilà. Ils ont pris des engagements. Ils ont pris des engagements devant le chef du quartier, devant, comment vous appelez ça, la notabilité. Non, la notabilité, je cite la notabilité, les chefs de bloc et les populations. Ce qui est bien, le bon côté, c'est que les téléspectateurs de ces endroits-là vont nous envoyer les messages pour confirmer ce que nous sommes en train de dire ici. Mais ils vont confirmer, mais ils vont rien faire, Dominique, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on parle, on parle souvent ici de vote sanction.
Mais vous y croyez vraiment, Dominique Audrey? Oui, bien sûr. On a fait des Camerounais des RH. Puisqu'ils viennent, on leur fait passer l'entretien et après on leur donne l'emploi. Et après c'est fini. Ils commencent à nous chiffonner, malheureusement. Le sénateur dans une circonscription a le devoir d'être proche de ses électeurs. Par là, je veux dire que il doit être au parfum de tous les problèmes des personnes qui l'ont, puisqu'il est censé porter la voix de ces populations. Donc, par exemple, on n'a pas les enfants qui n'auront pas la possibilité. On ne va pas dire merci Corona, mais malheureusement, on a Corona et beaucoup d'enfants resteront à la maison. Mais la prochaine rentrée, qu'est-ce qui va être fait? Qu'en est-il des hôpitaux? Est-ce qu'ils ont les eaux là-bas? S'assurent-ils, les députés, par exemple, de là-bas, je ne prends que cet exemple-là, on s'assure que les populations de là-bas ont de l'eau potable, ont de l'électricité. Quel est le travail qu'ils font là-bas? Quelle est la promotion? Qu'est-ce qu'on montre? Donc, comme pour dire que tout ce qu'ils ont comme argent, c'est pour eux, c'est des hommes d'affaires, on s'en fout de la population. C'est ce qu'on est en train de voir. On fait la promotion de tout et de n'importe quoi. De tout et de n'importe quoi. Est-ce que les jeunes de Ngodi Bakoko n'ont pas de projet? Pourquoi jusqu'aujourd'hui, ces projets n'ont pas été réalisés? Ne les ont-ils pas déposés? S'ils n'ont pas déposé, c'est une chose. Mais s'ils ont déposé, leurs élus ont le devoir de travailler sur ces projets-là individuellement. On ne doit pas chercher nos Connaissez-vous un député aujourd'hui, Dominique Audrey, qui hier n'était rien, mais qui, depuis qu'il a été élu député, son attitude aurait changé? C'est le commun de tout le monde. Si vous passez de concierge à femme de maison, vous allez changer. Ah c'est bon? comme ça, oui. Donc, il y a un peu d'argent maintenant? Ouais, ou un peu trop. Mais il y en a qui cherchent, mais ils n'oublient pas. Et qui n'arrivent pas. Bon, ouais. Ce sont les arrivistes, comme la dame de l'histoire de ce matin, malheureusement. Donc, aujourd'hui, on a besoin des élus qui vont véritablement porter la voix, qui ne seront pas là pour chercher des ouvertures pour eux. Parce que c'est l'impression qu'on a, que vous venez à la tête de notre gouvernement, vous venez à la tête de notre pays, vous nous utilisez et lorsque vous avez fini avec nous, comme une orange, pressée, sucée, vidée, vous nous jetez. Très fâché. Vous pouvez avoir, oui, on peut avoir des ambitions, mais il faut évoluer avec tout le monde. Voilà. Évoluer avec tout le monde. En une minute, Karine, puisque on marque la pause, vous pensez justement qu'il y a lieu d'interpeller la population a agi et a demandé des comptes à ces députés-là pendant même leur exercice? Pendant, oui. C'est vrai que nous n'avons pas encore fait un an d'exercice, donc il est temps de commencer à ouvrir les yeux pour bien voir, pour les suivre à la loupe, parce qu'il y en a qui, lorsqu'il vient donner l'eau ici, il fait la publication, ils font la publicité. Lorsque... Mais on fait la pub. Oui, on fait la pub. Maintenant, il n'y a pas de suivi aussi. Après, il y a des députés qui, même avant la campagne, avaient déjà réalisé des choses dans leur localité. Mais sauf que depuis qu'ils ont fait la campagne, puisqu'ils sont toujours entre Yaoundé, les petits avions et Douala, c'est pas évident qu'on sache. Donc, on veut maintenant savoir. Il faut que les citoyens, les populations suivent ces députés à la loupe. Parce que ça ne sert à rien de faire du bruit. Et pourtant, dans le fond, vous n'êtes que comme les autres. Très bien. C'est ça qui est important. Marquons une pause, madame, messieurs. On se reparle dans la deuxième partie. On vous lira sur nos pages Facebook pour ceux qui sont allés nous laisser des commentaires et à travers bien sûr le contact qui s'affiche au bas de l'écran. Merci à vous de nous rester fidèles. Bon retour, madame, messieurs. Bienvenue dans la deuxième partie de 10-12, le Zénith. Nous sommes sur Equinox Télévision, comme c'est le cas tous les jours. Et merci également à ceux qui trouvent beaucoup d'intérêt à nous laisser leurs nombreux messages. On en profite comme toujours pour saluer les millions de Camerounais de la diaspora qui en ce moment sont devant leur smartphone et qui nous regardent également en direct sur Facebook et bien évidemment sur d'autres plateformes. Merci à vous, merci infiniment. Allez, tout à l'heure, nous parlions justement de la colère de Charles Hamel et qui s'arrêtait encore sur le train de vie des députés et à la question de savoir aujourd'hui comment peut-on en sortir, comment peut-on sensibiliser, comment peut-on éveiller suffisamment les Camerounais à regarder, à ouvrir les yeux sur l'attitude de ces élus locaux aujourd'hui. Charles Hamel Batou, la question vous est renvoyée. Est-ce qu'il y a un espoir pour les Camerounais aujourd'hui à demander de façon efficiente à ces députés de leur rendre compte au fur et à mesure des actions qu'ils posent, donner certainement les origines des fonds qu'ils mettent à leur disposition et rassurer de l'existence ou de la vie ou de la survie du projet qu'ils mettent à la disposition des populations aujourd'hui? Il n'y a aucune
aucune voie de sortie, sinon que mobiliser les chefs de village, mobiliser les chefs de bloc, mobiliser les populations pour dire à cet élu, on ne se reconnaît plus en toi. Nous ne te reconnaissons plus comme étant notre député. Tu es admis à faire valoir tes droits ailleurs plutôt qu'ici. Je crois qu'il faut qu'on y arrive parce qu'en aucun moment, on a donné la possibilité au peuple qui élit de pouvoir décider que nous ne voulons plus de bonbons comme député. On n'a pas donné cette possibilité au peuple. Pourtant, c'est le peuple qui choisit. J'ai été sidéré, je dis bien sidéré, de voir un artiste. Sauf je ne sais pas s'il est artiste, je ne sais même pas ce qu'il fait. On parle. Je ne sais pas ce qu'il fait, vraiment. C'est vous qui fabriquez des choses pour coller sur les gens. J'entends Chimamelu ou c'est quoi là. Vraiment, j'apprends qu'on lui a donné 2 millions. Qu'un honorable lui a donné 2 millions. C'est pour faire quoi? C'est un cadeau. Manger les ananas. C'est pour manger les, manger les ananas. C'est les tranches d'ananas. Non, mais je veux comprendre. Non, excusez-moi. Vous savez, il y a des problèmes plus importants dans des circonscriptions que d'entendre ce genre de choses. On parle avec beaucoup de respect, monsieur Michel. Je m'en excuse. C'est avec beaucoup de respect. Je m'en excuse. Je m'offusque de cela. Nous avons des femmes qui ne parviennent, qui ont des difficultés à accoucher. Personnellement, j'ai saisi certains honorables pour leur dire, mais regardez la situation de l'hôpital protestant Sébec. Regardez la situation, on va prendre la zone de Voury-Est, la circonscription de Voury-Est. Allez voir, depuis là sur l'Equinox Télévision, on présente des risques d'éboulement. Je crois que Voury-Est a 4 députés. Je suis désolé, à 4 députés. Oui. On veut dire que ces députés sont aveugles. Ces députés ne sont pas au courant de ce qui se passe dans la République et dans leur circonscription. Risque d'éboulement, même pas une descente sur le terrain. Même pas une descente sur le terrain. Quand même, c'est grave. C'est grave quand on sait que tous ont émargé. Ce n'est plus un secret. Tous ont émargé. Ils ont déjà l'argent. Oui, on comprend qu'il y a eu des investissements. Mais ça ne nous engage pas. Si vous êtes allé prêter 50 millions, M. Michel Gachou, pour devenir député, c'est votre macabo. Ça n'engage en rien les populations. Mais parce que chacun a dépensé son argent. Il faut d'abord restituer ça. Nous, on a quoi à voir avec ça? Qu'est-ce que nous, les populations, nous avons à voir? Qu'est-ce que nous avons à voir? Vous allez vous rendre compte, donc, M. Michel Gachou, que vous avez des honorables qui passent plus de temps à aller payer ce qu'on appelle la route. À l'heure actuelle, ils sont nombreux qui bataillent pour être ministre, pour être au gouvernement. Je vous le dis là, je vous donne un secret. Cet argent va être redépensé parce que les gars, on a ouvert les postes. Oui, les réseaux pour le remaniement. Allez voir. Prenons même, il y a eu des députés qui sont passés. Allez voir là où comment ils résident avec cet argent. Beaucoup se sont refait une santé, M. Michel Gachou. Oui. Une santé, je vous dis, beaucoup se sont refait une santé. Beaucoup marchandent les macarons, M. Michel Gachou. Allez au port. Allez au port, vous allez voir comment des députés, lorsqu'on arrive avec des marchandises, le député arrive là avec son bandeau. Pour faciliter la sortie. Mais ils servent à qui? C'est pas au peuple. Donc c'est une république de businessmen. Non, c'est une république de voyous. Employer l'expression de voyous. C'est pas des députés, c'est des voyous. Est-ce que c'est pas un outrage que vous portez à l'endroit Monsieur Michel Gachou, de ces députés aujourd'hui lorsque vous êtes... Je dors mal. Vous allez voir le député. Le député vous dit allez voir le maire. Vous allez voir le maire dit non, c'est la compétence du député. Les gars s'asseyent, chacun mange de l'argent. Le citoyen, vous parlez en tant que citoyen, M. Michel Gachou. Vous avez tout à l'heure justement mentionné que c'est difficile pour le citoyen et pour la population, le peuple justement de le démettre de ses fonctions justement de député. Mais oui. Mais il faut faire quelque chose quand même, cher Lamel, parce que les populations aujourd'hui sont certes aux abois, mais et la situation est assez grave. Comment est-ce qu'on peut obliger le député à nous rendre compte justement de ces réalisations? Monsieur Michel Gachou, on a connu un député qui était dans la zone, je crois que c'était Mongo, ou c'était Voury, ou non, ou quelque chose comme ça, qui avait créé sa plantation. Il a acheté un terrain, créé une plantation. Le gars vient en disant, je vous ai promis que vous aurez l'emploi, j'ai promis, et bien je lance un recrutement. C'est un crédit. Il a formé les jeunes. Les jeunes pensaient que c'était la formation. C'était une formation pour travailler dans sa plantation. Même ici à Douala, il y a un... Lorsque les gars se sont... Pardon? À Douala, il y a un député comme ça. Lorsque les gars se sont rendus compte
Quand en fait l'argent des micro-projets a servi à acheter des terrains, à les employés de manière, comme on dit, avec pseudo-employés, ils ont compris que ces gars travaillaient pour les députés. Chacun a pris ses clics et ses claques, il est parti. Je me rappelle quand il s'attendait, notamment au niveau de la 6e et la 7e mandature, les députés avaient leur droit de regard, M. Michel Ngatou, sur les concours. Lorsqu'on lançait les concours à la fonction publique, dans l'armée, oui, les députés avaient un nombre de places. Oui, M. Michel Ngatou, où ils intervenaient pour les populations à la rentrée, les recrutements et tout. Même dans les établissements scolaires, à des moments, M. Michel Ngatou, lorsque vous étiez un handicapé moteur, vous avez des difficultés, vous étiez un malade, une famille démunie. Oui, mais ils allaient user. Mais ils sont où aujourd'hui? Toutes les promesses de campagne sont entrées au champ, M. Michel Ngatou. Vous les voyez? Vous les connaissez? Mais l'argent est entré. Aujourd'hui que l'argent est entré, ben, qu'il rembourse, qu'il s'amuse, mais qu'il sache que le peuple, c'est plus le peuple d'hier. C'est un peuple qui désormais prend ses responsabilités. Le rôle d'un député, en plus d'être législateur, M. Michel Ngatou, ça exige de comprendre l'esprit des lois. Ils vont bientôt descendre dans les quartiers. Qu'est-ce qu'ils vont expliquer aux populations? Ils ont préféré défendre l'habitat du gorille. Que l'habitat des gars, les éboulements, regardez là-bas. Ils ont déjà fait les fêtes pour d'abord célébrer ça. Pour la petite précision, aujourd'hui, c'est que nous sommes sur une antenne sérieuse. Nous avons une radio sérieuse au Cameroun qui s'appelle Radio Equinox. Et je ne vous dirai pas, peut-être pour moi qui prenons la matinale, combien de fois on a tendu la main à ces députés. Pour beaucoup, ils refusent de venir. Tout à l'heure, vous avez cité justement, peut-être vous avez pris quelques exemples pour qu'on comprenne très bien. Pour ces députés-là, autant pour moi, je sais combien de fois je lui ai dit, venez qu'on parle, venez nous expliquer. Il est évident que la radio, c'est la radio du peuple, c'est la chaîne du peuple. Venez dire au peuple justement ce que vous faites, venez rendre compte. C'est assez compliqué. Donc, cher Lamel, moi, je voudrais peut-être pour sortir de là, dire, est-ce qu'il n'y a pas une complicité effectivement entre le sommet et ses députés pour les engager davantage? Monsieur Michel Ngatou, vous savez, j'ai eu la chance d'assister pendant une certaine période un honorable et un ministre, des échanges entre un honorable et un ministre. Le ministre riait en disant « vous ne valez rien ». En disant l'honorable. Oui, à l'honorable, vous ne valez rien. Moi, j'ai une ligne budgétaire toute l'année, pendant que vous gérez un micro-projet toute l'année, vous êtes dépendant de moi. Oui, avec une telle condescendance, monsieur Michel Ngatou. Dans quel pays, vraiment, allez même au Kenya ou au Rwanda, on vous dit qu'un ministre, le ministre se plie devant le député. Mais ici, chez nous, mais les députés sont des mendiants, parce que c'est des gars qui vont acheter les marchés publics, c'est des gars qui vont négocier, c'est des gars qui sont dans tous les fonds, il faut aller sortir tel véhicule, il faut faire ça, on prend le macaron, Assemblée nationale. C'est comme ça, mais attendez. Est-ce que Dominique Audrey ici, qui est sur le plateau, certainement une des fois dans son village, dans sa communauté, dans son regroupement, est-ce que Dominique Audrey, vous avez eu à voir des signes de tout ce qui se décrit sur le plateau d'un député en particulier dans votre... Bon, sans le citer, mais est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous avez une histoire au moins à nous raconter autour? Avec un député? Oui. Si même j'ai rencontré ou lui dire qu'il est passé par là. Dans votre circonscription? Non. Est-ce que quand vous allez dans votre petit village, vous réalisez au moins que il y a un député qui fait les choses là-bas pour le bien de la communauté? Ah, ok, Deido. Non, peut-être dans son village. Dans mon village, dans sa communauté, si vous voulez, dans notre petit village. Non, justement, c'est ce que je dis. Andy, qui c'est ça? Oui, non. Vraiment, actuellement, tout le monde connaît les problèmes qui se passent là-bas. Ouais. On observe plutôt une guerre entre les hommes politiques et les députés, et ainsi, à propos de la forêt. Et la forêt, et les populations à qui on demande de cotiser pour aménager des routes et des pistes. Et on ne les entend pas. Hein. Donc, vraiment, non, ils sont plutôt dans leur guerre de positionnement où c'est l'argent. Donc, vraiment, non. Donc, non. On s'en fout donc des populations de Ndiki aujourd'hui? Oui, les populations de Ndiki et de toute cette zone-là, de Mbam et Nubu notamment, ont des problèmes avec leurs terres qui sont en train d'être, qui sont en passe d'être vendues. Donc maintenant, on ne voit même pas leurs députés monter au créneau, ou bien les élites de là-bas monter au créneau pour dire non. On les voit plutôt dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, en train de se faire les guerres et autres là. Donc oui, c'est un peu ça, le député de là-bas. Pour le cas justement des terres dont vous parlez dans cette localité Ndiki, effectivement. Dans toute la région du littoral. Pour précisément ce qui se passe à Ndiki, il y a une guerre entre deux personnes
Et ça ne se gère pas entre eux là-bas, ça se gère sur les réseaux sociaux. C'est pareil aussi chez moi, hein, là à Bazou. C'est pareil chez moi à Bazou, mais puisque vous parlez, parce que le maire et la députée, ils sont en train de bagarrer. Des frères, hein, ils sont en train de bagarrer. Allez voir, allez lire. J'ai été surpris de voir même la base de Bazou. Il y a la brigade anti-sanitaire de Bazou. Oui, on m'a dit que c'est les autorités qui sont cachées derrière. Le député veut une maison parlementaire, un cabinet parlementaire. On lui dit que zéro. Tu ne peux pas construire. Ici, il faut aller construire ailleurs. Vous voyez le problème des adultes. Vous avez des gens qui les réseaux sociaux. Oui, vous avez raison, monsieur Ngatou. Sur les réseaux sociaux, les gens se retrouvent à traiter les autres illettrés. Par personne interposée. C'est malheureux. Et le peuple attend. Le peuple veut des et on va faire comme ça, on aura 5 ans de bagarre. Rien ne va se faire. En termes de réalisation sur terrain. Rien. Et vous savez que dans le problème des forêts des Borqueux dont M. Bachou parle, il y a un député d'une CAM notamment qui soutient ce projet et qui souhaite accompagner le gouvernement dans ça. Avant que Samuel Modnan vienne à ça, je vais dire ici que c'est Mbombo Bengan qui l'a interpellé sur ce plateau. Qu'il doit défendre les populations. Tu ne peux pas être député là-bas et tu ne défends pas tes populations. Par contre, il est venu défendre qui? Bon, maintenant on a Serge Matomba également qui est dans les populations, le combat. Oui, donc maintenant on ne sait même pas qui est avec le peuple, qui ne veut même pas faire ou bien qui veut faire et maintenant l'argent a fait et tout. Moi je vais vous dire, monsieur Michel Ngatou, un vrai élu, c'est celui-là qui met les tchandjous. Descend sur le terrain. Il met les tchandjous. Quand le peuple dit non, vous ne passerez pas ici, le député est devant. C'est ça là où on a besoin de son cordon. Messieurs, le ministre des Domaines, ici ça ne va pas. Des travaux publics, ici ça ne va pas. De l'urbanisme, on se place, on dit, le maire, le député, l'élu de la zone est venu organiser un sitting avec les populations pour dire non, risque d'éboulement à Longbessou, risque d'éboulement. Vous avez vu vous-même à la télévision. Rien. Vous avez vu dans les journaux jusqu'aujourd'hui. Permettez, cher Lamel, vraiment. Mais l'argent des micro-projets a été donné. C'est là-bas où on veut voir les dépenses de cet argent. Effectivement, cet argent de micro-projets, on entendra parler et puis on restera justement focus là-dessus. Mais allons lire nos téléspectateurs qui, eux aussi, nous laissent plein de messages. Merci pour la confiance. Karine Santia, rapidement, lisons nos téléspectateurs. Quand on est fortuné, la fortune cache la laideur, les mauvaises habitudes, les défauts. Donc, on peut avoir toutes les femmes. On n'a plus le grand amour avec grand A. La fortune est devenue le seul critère d'amour de nos jours. Faisons le calcul, nous allons comprendre pourquoi ils ne peuvent pas dire non. 60 millions fois 5 ans. Ça fait 300 millions. Et pouvez-vous en un deuxième mandat? Et voulez-vous un deuxième mandat? Oui, monsieur le président. Merci. Bernadette Choufa qui nous a écrit ce message. Les députés ont déjà leur Prado, résidence et tous les autres avantages. Dites-nous aujourd'hui. Un autre message. Je connais une famille comme ça. La dernière s'est accaparée de tout à la mort du monsieur. Sauf qu'elle n'a même pas tenu 5 ans. Elle est décédée comme une chèvre. Mafo Chouenkou qui écrit ce message. Les hommes, arrêtez la polygamie. Vous divisez les familles. Ayez des maîtresses et ne faites pas d'enfants dehors. William Kamako. Les députés du Cameroun sont des prostituées politiques puisque c'est simple à comprendre. Comment un candidat peut-il en son temps promettre l'amélioration des conditions de vie de sa localité, mais après être élu s'occupe plus du salaire et des indemnités, un peu comme une prostituée qui perçoit son argent et qui refuse de vous satisfaire. Junior Franck Takou qui écrit: de toute façon, le père là va partir avec ses femmes et ses biens, bête à que les enfants se cherchent comme ils peuvent. Les hommes mettent toujours en danger les familles avec ce système de polygamie, car après les décès, généralement, c'est le désordre total entre les enfants et les veuves. Bon, sauf que dans ce cas, ici, les enfants n'ont pas ce problème. Hein. Si le peuple était comme moi, quand ils viennent avec leur pain et la sardine, personne n'accepte. Ils leur demandent de rentrer avec. Ainsi, ils comprendront. Mais les idiots accourent pour s'acquérir de leur pain sardine. Donc, bon, ici, on se plaint des populations qui sont pour quelque chose. Elles sont passives et non actives. C'est un problème quand même, non? Oui, les populations doivent s'en prendre à elles-mêmes. On leur dit, tout le monde n'est pas obligé de militer dans un parti politique. Mais tous les citoyens doivent veiller sur le comportement des partis politiques, des acteurs politiques. La France n'a pas 1 million de militants.
Oh, regardez l'élection en France, la présidentielle, c'est plus de 40 millions. Il fait que 6 mois seulement après l'élection de Macron, on a dit ce type-ci risque de nous amener là où on ne veut pas, on descend dans la rue. En fait, c'est la société civile. C'est le rôle de la société civile. C'est la société civile qui est le chien de garde de la société. Mais nous, on nous a habitués au messianisme. Tel on suit, on pense que ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça. Et c'est pour cette raison que l'Union des populations du Cameroun, dans les années 50, nous qui étions des indigènes, comment on a pu, alors que le niveau de scolarité n'était pas élevé comme vous, on a pu inculquer à la masse populaire camerounaise que l'indépendance est une bonne chose. Et on a pu expliquer cela. Et vous voyez les gens mordus, on vous dit, mais Wanje ceci, King et Abel, tout ça. Comment vous pouvez justifier? Donc, en fait, c'est pour ça que nous disons que l'école abrutit. L'école abrutit. Donc, la formation citoyenne n'existe plus. Les partis politiques eux-mêmes ne forment plus les citoyens. Ils ne forment plus. C'est pour ça que le RDPC a trouvé un lit douillet. Il dort tranquille. Il a pris, avec les élections des députés de mars 92, puis à soi son matelas, Dakole Daïsala, Kodok, en 97 renforce avec Bello Bouba, ainsi de suite. Donc les autres, c'est la société civile qui doit s'éveiller et s'attendre à quoi? Comme on jette le gaz lacrymogène et l'eau. Et ce n'est qu'au bout d'un certain nombre de manifestations comme ça que les choses peuvent bouger. Donc le monde change ou alors, crise. On peut prendre l'option que il a parlé de Vouri-Est, qui a 4 députés, un député SDF, un député PCRN et 2 députés RDPC. On peut commencer à siéger leur permanence ou alors leur domicile à leur prison. Voilà. Où êtes-vous? On ne vous voit pas. On ne vous voit pas sur le terrain. En révolution, vous avez dit que qu'est-ce qui se passe, c'est tout. C'est comme ça que ces choses se font. On le dit vraiment, soyons sérieux, c'est assez grave quand même. Hein. Parce qu'on ne peut pas être député, on est calfeutré dans sa voiture, on rentre dans son portail et on ne vous voit jamais, et même vos voisins ne vous connaissent pas, on vous montre du doigt, mais qui justement vous a élu? Et c'est assez grave quand même. Karine Santia, les messages rapidement. Si je pouvais me transporter et détruire ce gouvernement sans cœur, nous n'avons plus d'espoir dans notre pays. Nous sommes des immigrants dans notre propre pays. Ils ont trop d'argent, un député n'a pas besoin qu'on lui offre la voiture, des millions et autres. Combien de Camerounais connaissent leurs députés? Ne me tapez pas, pardon, juste pour savoir. Est-ce que le peuple les sanctionne? Quand on dit n'allez pas aux urnes, ils disent que comme tous. Les députés ne travaillent plus pour le peuple, mais pour le parti au pouvoir. Ils ne votent même plus les lois et ne font plus de propositions de loi, car on leur a fermé la bouche avec des enveloppes. Marc Benjamin, la finale, qui nous a écrit ce matin. Qu'on ait au moins la chance de voir des députés qui disent, par rapport à tel projet qui a été proposé, nous avons dit non. Nous ne nous sommes pas inscrits dans cette logique. Oui, on comprendra dès lors que c'est l'obésité parlementaire et du RDPC qui a fait en sorte que cela puisse... Mais qu'on connaisse au moins votre véritable position. Le peuple lui-même fait quoi, Charles Hamel? Parce que vous... Là, déjà... Le peuple n'est pas l'Assemblée nationale. Non, le peuple fait quoi? Les députés ont donné leur point de vue. Que ce soit Nietzsche par rapport à ce que Mandaouda n'est pas venu, le gouvernement... Par rapport à la loi sur la culture, les députés ont donné leur point de vue. Dominique, vous pensez justement qu'il faudrait que les populations aujourd'hui, comme on l'a peut-être proposé ici, que les populations s'élèvent et assiégent justement les maisons de ces députés et leur bureau pour leur dire, vous nous avez promis, mais vous n'en faites rien. C'est une bonne idée? Oui, ça peut marcher, ça peut les éveiller et les réveiller. C'est une bonne idée. C'est tellement bonne que Che Guevara, à son époque, l'avait prévu. Et c'est pour ça qu'il a dit que celui qui n'a pas le courage de se rebeller n'a pas le droit de se lamenter. Soyons réalistes et exigeons l'impossible. Au Cameroun, on a mis dans nos mentalités que c'est impossible de demander à un ministre qu'est-ce que vous avez fait de telle autre chose. Ou bien de demander à un ministre de l'énergie pourquoi moi j'ai pas d'électricité dans mon village. Ou bien pourquoi à Dizangué on peut faire 3 mois sans électricité. Ça paraît impossible au Cameroun, mais c'est justement ça
qu'on doit pouvoir accomplir. Et c'est ça qui fera des Camerounais un peuple de révolutionnaires. Et Sankara le disait, on n'a pas besoin d'un peuple de vaincus. On a besoin d'un peuple de convaincus que les choses doivent changer. Très bien. Monsieur Merci Michel, beaucoup, Dominique Autain. Vous avez une scène qui était des plus révoltantes, qui m'a personnellement révolté. C'est le cas de cet enfant qui est décédé électrocuté. Monsieur Michel Gadjou, où est passé le député? Le député, nous avons des femmes. Nous avons des femmes dans cette circonscription. Aucune femme députée n'a pu se déplacer pour venir se lamenter. Dire, mais là, nous sommes en Bépanda, c'est ça? C'est Vouri-Est. Vouri-Est, effectivement. C'est Vouri-Est. Oui. Aucune ne s'est déplacée pour venir dire j'ai appris. Même le maire, est-ce que le maire même est sorti? J'ai appris, monsieur Michel Gadjou. Ne serait-ce qu'un adjoint même du maire? C'est là. C'est ça, justement. Vous défendez, vous êtes là pour défendre le peuple, monsieur Michel Gadjou. Vous avez vu les cas de viol. On a parlé du viol. À un moment donné, c'était devenu... C'est les médias qui en parlaient. Les députés eux-mêmes. Les députés, oui, on va vous dire la société civile. Je suis d'accord avec moi. Mais à un moment donné, un député juste qui dit hashtag, comme ils sont tous sur les réseaux sociaux, oui. Non au viol, hashtag, je vous assure, ça aura plus de poids. Mais ils sont occupés à autre chose. Leur business, faire rentrer leurs produits d'ailleurs. Comment est-ce que ça va passer au port? Qui va leur faciliter la tâche? Allez commander, allez voyager pour aller passer les commandes. Voilà ce qu'on vit aujourd'hui, monsieur Michel Gadjou. Et je crois que là où nous sommes, il serait temps que le peuple repense la question de ses élus. Le peuple doit repenser la question de ses élus véritablement. Et les élus qui sont là, s'ils sont ça, ils pouvaient dire nous ne siégeons pas. Pourquoi? Comment comprendre quand même, monsieur Michel Gadjou? C'est quand même étrange que vous êtes dans un parlement. Hein? La conférence des présidents, c'est un membre du gouvernement qui vient vous donner l'ordre du jour. C'est très grave quand même. J'ai dit au Cameroun, c'est un membre du gouvernement qui vient vous donner l'ordre du jour et on accepte. Et c'est très grave. C'est lui qui vous donne la priorité. Vous commencez par les gorilles, après les gorilles, vous voyez les magouillas, après les magouillas, les ponts. Quand le ministre de la Santé accepte de vous recevoir, ça devient comme une réussite. Alors que normalement, c'est lui qui devait chercher à vous recevoir. C'est lui qui devait chercher parce que vous le receviez. Merci à vous, madame, monsieur, on vous l'a très bien dit. Le Cameroun, on le construira ensemble. Quelles que soient les velléités, quelles que soient les réalités qui s'exposent et qui exposent les Camerounais d'aujourd'hui ne sont pas les Camerounais d'hier. Conscients de leur avenir, conscients de l'avenir de leurs enfants, conscients de qui les dirige, conscients du changement qu'ils veulent pour eux et pour leurs enfants. Parce qu'on parle aujourd'hui d'une génération sacrifiée, jamais ils n'ont été sacrifiés pour beaucoup. Ces Camerounais se lèvent, ils s'éveillent, ils s'éduquent, ils s'informent, ils regardent ce peuple, ils regardent ces élus, ils regardent ceux-là qu'ils ont justement mis à la place des institutions pour les gérer, pour leur bonheur. Rassurez-vous, un jour les comptes seront rendus et le Cameroun prendra son destin. Allons justement saluer Consil Lamine ce matin. Dans un instant, Consil Lamine, déjà bonjour à vous. Alors bonjour Michel, bonjour à nos nombreux téléspectateurs. Et ce matin, vous venez avec la grande promotion de matériel de nettoyage, bien sûr, au magasin Hygiène Plus de la société Flore et Services. Bien entendu Michel, tu l'as si bien dit, je viens ce matin avec le matériel de nettoyage du magasin Hygiène Plus de la société Flore Services. Oui, pour rappeler à tous nos téléspectateurs que Flore Services, en plus c'est-à-dire des services de nettoyage, des services de dératisation, de désinsectisation, de la création des espaces verts, du génie civil, Flore Services est également un département dans lequel vous avez le matériel et les produits de nettoyage de très très bonne qualité. Et ce matin, nous allons parler uniquement du matériel de nettoyage qui est en vente dans son magasin. C'est à Douala au Cameroun, à la rue du collège King Akwa, en face le snack Le Cocotier. Dans ce magasin, à savoir Hygiène Plus, vous avez le meilleur du matériel de nettoyage à des prix vraiment dérisoires. De plus en plus, le monde se modernise, le Cameroun également se modernise avec un matériel de nettoyage de très très bonne qualité. On peut d'ailleurs l'apercevoir ce matin à travers ce plateau, notamment tout ce qu'il y a comme matériel de nettoyage de très bonne qualité pour un nettoyage parfait, pour un nettoyage rapide, pour un nettoyage sans stress, pour un nettoyage impeccable. Je conseille à tous nos téléspectateurs, quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, de vous rendre du côté bien sûr du magasin Hygiène Plus, c'est à Douala au Cameroun. Ceux qui n'ont pas le temps de venir dans notre magasin et qui sont hors de la ville de Douala, les numéros de téléphone
téléphones, vous les aurez dans quelques instants. Vous pouvez nous appeler et bénéficier des livraisons à domicile. Et je rappelle également que ceux qui veulent acheter pour revendre, nous permettons aux téléspectateurs, revendeurs de venir au magasin Hygiène Plus et d'acheter pour revendre parce qu'il y a des prix pour ceux qui achètent en quantité. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin par un matériel de nettoyage de qualité, par un matériel de nettoyage qui vous permettra de nettoyer vos vitres à la maison sans stress. C'est bien entendu cette raclette plus cette bouteille incorporée. Cette raclette, voilà donc le côté qui nettoie, voilà le côté qui racle. On n'a plus besoin de tenir le produit, c'est-à-dire à gauche, et tenir la raclette à droite. C'est-à-dire un ensemble dans lequel vous avez une bouteille et une raclette. Vous l'avez du côté du magasin Hygiène Plus, à un prix vraiment dérisoire. Donc ceux qui veulent nettoyer les vitres de la maison, les vitres des bureaux, les vitres des magasins, alors je vous conseille d'aller du côté du magasin Hygiène Plus ou alors d'appeler à nos numéros de téléphone et commander cette raclette. Puis regardez comment elle se présente. Regardez comment elle se présente. Elle est pratique, elle est moderne, elle est sans stress, elle coûte bel et bien la somme de 6 500 francs. Le prix, vous l'aurez à l'écran tout à l'heure pour attirer donc l'attention de tous nos téléspectateurs. Raclette plus bouteille, vous l'avez à 6 500 francs du côté bien sûr du magasin Hygiène Plus. C'est à Douala au Cameroun. Oui, regardez bien sûr comme elle se présente à l'écran. C'est la même raclette que j'ai en ce moment dans cette émission. Vous l'avez à 6 500 francs du côté bien sûr du magasin Hygiène Plus. C'est à Douala au Cameroun. Elle est neuve, elle est avec garantie, elle est pratique, elle est moderne. Vous l'avez à 6 500 francs du côté du magasin Hygiène Plus. C'est à Douala au Cameroun. À côté bien sûr de la raclette, on a également un autre matériel de nettoyage. C'est bien entendu les chiffons microfibres. Regardez bien sûr comment ça se présente là. C'est neuf, c'est d'origine. Ces chiffons microfibres permettent de nettoyer les surfaces de la maison, les surfaces du bureau, les surfaces du magasin, sans toutefois laisser le moindre petit coton. Oui, plus besoin de prendre les tissus, plus besoin de prendre les vieux vêtements pour nettoyer les meubles à la maison. Désormais, on a la solution pour un nettoyage parfait avec les chiffons microfibres que vous retrouverez à Fleur Service à 1500 francs, chers téléspectateurs. Donc, chacun devrait l'avoir à l'instant. Ça se passe au magasin Hygiène Plus de la boutique de la société Fleur Service. Et je rappelle que le stock, il est très, très limité. La promotion ne mettra pas long. Profitez et achetez un chiffon microfibre de qualité pour un nettoyage à 1500 francs seulement. On parle également, bien entendu, d'un autre élément de nettoyage. Alors là, c'est un balai à franges. Oh là 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 là. On n'a plus besoin de se courber. On n'a plus besoin de se casser le corps pour nettoyer. Avec ce balai à franges, on peut rester debout et nettoyer son sol rapidement et bien avec le balai à franges vendu au magasin Hygiène Plus. J'attire l'attention de ceux qui ont les hôtels, les appartements meublés, les villas, les maisons, les bureaux. Chacun devrait avoir ce balai à franges à la maison. N'enviez plus le voisin. Ne dites pas que le voisin était en France. Non, le voisin a acheté ceci au magasin Hygiène Plus. Vous l'avez à partir de 10 000 francs, ce balai à franges du côté du magasin Hygiène Plus. C'est à Douala au Cameroun. Nous allons tout de suite poursuivre la vente par un autre produit ce matin, chers téléspectateurs. C'est bien entendu les brosses pour nettoyer, c'est-à-dire pour nettoyer les WC. Vous les avez à partir de 1500 francs. Des brosses modernes du côté du magasin Hygiène Plus, du côté bien sûr de Douala au Cameroun. Nous allons conclure la vente rapidement, chers téléspectateurs, par un ensemble dans lequel vous avez un seau, bien entendu, chers téléspectateurs, un seau de ménage comme celui-ci, contenant, bien entendu, un balai à franges, contenant également, contenant un pressoir. Vous l'avez à 50 000 francs du côté du magasin Hygiène Plus, c'est à Douala au Cameroun. J'attire l'attention de tous les téléspectateurs. Acheter un matériel, c'est bien, mais l'acheter au magasin Hygiène Plus de Fleur Service, c'est encore mieux. Les numéros de téléphone, vous les avez
Commandez dès à présent. Nous livrons dans tout le Cameroun à des prix vraiment très très abordables. Merci beaucoup et très bon week-end à tous les clients du magasin Hygiène Plus de la société Fleur Service. Merci Consti Lamine, merci beaucoup et surtout très bon week-end à vous. Madame, Monsieur, de retour avec vous pour cette dernière partie de 10-12 le Zénith. Dans un instant, la revue des réseaux sociaux avec Karine Santia. Mais rappelez aux Camerounais que depuis hier, ça fait bien sûr le tour sur l'actuel. Le MRC appelle les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. À quel moment le MRC se réveille-t-il? Oui, Camto l'avait demandé il y a quelque temps. Mais quelle est la position actuelle des autres partis politiques du Cameroun? Est-ce que ces partis, eux aussi, mobilisent leurs différents électeurs à aller absolument s'inscrire sur les listes électorales, sachant que d'ici le 31 août, tout sera fermé? Est-ce que les Camerounais ont pu le faire aujourd'hui? Est-ce que les Camerounais en sont même conscients? Est-ce que les Camerounais comprennent vraiment ce qui se passe? Et parlant bien sûr d'élections, Karine Santia nous revient ce matin avec la revue des réseaux sociaux. Vous avez à nous dire, Karine. Oui, notamment on commence par la nécrologie, le décès de Delphine Tsanga Tsogo, retour sur le parcours d'une infirmière de formation devenue femme politique de profession. On va rappeler notamment qu'elle est née un 21 décembre 1935 et puis après ses études au collège des jeunes filles de Douala et aussi au lycée Jos, elle va se retrouver à Toulouse où elle obtient son diplôme d'infirmière d'État. Elle va occuper les postes comme présidente du Conseil national des femmes du Cameroun après son retour en 1960. En 1969, par exemple, elle est élue présidente du Bureau national des femmes de l'UNC, vice-ministre de la Santé en 1972 et ministre des Affaires sociales entre 1975 et 1984. Elle aura plusieurs distinctions nationales et internationales telles que mérite camerounais, chevalier de la valeur, officier de la valeur, commandeur de la valeur, ordre d'Isabelle la catholique de l'Espagne, Order of Distinction First Class au Qatar, Ordre national du mérite en France et image de la femme moderne. En 2018, elle fait son entrée au conseil électoral de l'ECAM. Elle rend l'âme hier alors qu'elle était attendue pour les préparatifs des élections régionales. Allez, le Cameroun est en deuil également. Première femme ministre, très bien, vous l'avez mentionné. Dominique Audrey, est-ce qu'on peut dire justement que Delphine Tsanga Tsogo, qui vient de nous quitter, est effectivement un modèle de femme dynamique, un modèle de femme qui pensait bien sûr l'avenir du Cameroun? Vous l'aviez connue, vous avez entendu parler de Delphine, non? Bien sûr, personne ne l'ignore. Maman Delphine, comme on l'appelait affectueusement. Surtout avec la dernière photo. Sur le plan social, elle est le rêve de toute femme qui voudrait percer. Étant la première femme ministre au Cameroun, donc sur le plan social, elle est même l'idéal féminin. Et je pense que moi, je vais me contenter de ça parce que moi, je n'étais pas forcément d'accord avec les choix politiques de la dame. Il faudrait que les jeunes femmes aujourd'hui s'inspirent de ce modèle-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre jeunesse féminine, précisément, souffre d'un manque de confiance et non d'ambition. Simplement un manque de confiance. Donc si on réussit à les booster avec des modèles comme celui-là, en leur disant, vous pouvez aller loin, vous pouvez porter votre pays loin, même en étant des femmes, on aura d'autres Delphine Tsanga qui naîtront un peu partout. Donc que chacune mange un bol de courage chaque matin. Bon, Bengam, vous l'avez connu, Delphine Tsanga Tsogo. Son nom de famille est ici. Des jeunes filles, c'est Zanga aussi. Donc, non, c'est Tsanga. Il faut faire. Son nom de jeune fille, c'est Zanga. Ah, Zanga. Oui. Très bien. Donc, mais c'est Delphine Tsanga Tsogo. Oui. Bon, Bengam, vous l'avez connu. On va peut-être saluer ici une femme qui également est en vie. C'est l'ex-première dame du Cameroun, Madame Aïdio, qui, de son temps, l'histoire nous dit que c'est elle qui est allée justement chevet de son mari en lui disant « Mais les femmes ne sont pas représentées dans ton gouvernement et il faudra absolument que tu trouves l'occasion de les insérer. » Et le mari, étant flexible, a trouvé justement en Delphine Tsanga Tsogo, à cette époque-là justement, une femme dynamique, d'ailleurs sous proposition de Madame Aïdio. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui que les femmes de nos chefs d'État peuvent également influencer sur les choix pour donner de la crédibilité à la gente féminine, dans la parité justement du monde, comme elles aiment bien chercher à le faire. Pourquoi vous en riez, Bombok? Et justement, vous venez là, la tradition africaine.
la tradition africaine et que la femme parle sur l'oreiller. Oui. Voilà, La ne nuit parle porte pas en conseil. public. Donc, ne parle pas en public. Non, il y avait, d'abord, j'ai entendu cette histoire, effectivement, je ne sais pas si elle était vraie ou pas, parce que Germaine ne l'a pas confirmée, elle ne l'a pas infirmée non plus. Non, là, moi, il y a 2 ou 3 petites choses. La première chose, il faut, je suis d'accord avec Dominique Audrey, mais il faut revenir pour voir quel a été le combat des femmes d'abord et des UP6. Parce que là, si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre le reste. Voilà une femme. Parce qu'à leur époque, il était interdit aux femmes de faire les études supérieures. Vous passez le BPC avec vos frères, vos compatriotes hommes. Le bac, à l'époque, on l'appelait baccalauréat sciences expérimentales ou maths élémentaires, mathématiques élémentaires, on m'a pu. Les garçons pouvaient aller s'inscrire à Montpellier, à Paris, je ne sais pas moi où, pour faire les études de médecine. Et de quoi? Or, les filles, elles, étaient orientées pour être infirmières, aides-soignantes, assistantes sociales, et faire des métiers dans ce sens-là. Là, c'était la volonté du colonisateur. Il aura fallu des batailles de qui? Des gens comme Joseph Sack, qui avait créé l'Union des étudiants camerounais, l'UNEC, pour qu'on voie, je pense que Madame Tanque, ayant son baccalauréat, Elisabeth Tanque, ayant eu son baccalauréat mathématiques mentales, pour mathématiques élémentaires, s'inscrire en faculté de sciences économiques, avoir une licence en économétrie et continuer jusqu'à avoir son doctorat en économétrie. Or, les autres étaient orientés, même après eux, les gens d'Irène et autres, ils étaient comme ça. Or, c'était une volonté politique. Il y avait Delphine Zangatsogo. Oui, maintenant, pour elle, effectivement, elle avait un cursus qui aurait pu l'amener à être médecin. Oui. Mais on les bloquait. Et c'est, je dis bien, l'organisation mise en place par l'expert comptable Joseph Sack qui a commencé à mener ces relais. Et c'est le relais de leur, j'allais dire, Assemblée générale, le congrès de 1967 qui a abouti à cette fameuse loi qu'on ne veut pas enlever sur le code de nationalité. D'abord, voilà pour ce cursus, c'était une fille brillante à l'école. Maintenant, l'engagement militant également. C'est qu'à l'époque, elle intègre tous ces cercles-là. Et quand elle entre, mais sauf que justement, imprégnée des idées occidentalisées, vous savez ce qu'il y a eu? Là, il y a eu un bien avec Aïdjo, ça aussi il faut le dire. Elle grondait son mari. Voilà. Elle a même eu à faire un certain nombre de choses au point où, en plein de le mettre en cellule. Non, un jour il est rentré, il a bastonné, son mari l'a bastonné. Oui, son mari l'a bastonné. Elle l'a mis en cellule. Elle a mis son mari en cellule. Aïdjo lui a dit, Madame. Et il bastonne sa femme. Oui. Madame. Oui, mais justement parce elle était autoritaire. Hein. Oui, je n'en sais rien. Si elle était autoritaire ou elle voulait. Non, je dis il faut revenir. Les idées occidentalisées, là, je vous dis, c'est pas si elle était autoritaire. Elle a dit, mais attends, vous êtes ministre là-bas, mais ici, vous êtes mon épouse, ma femme. Il a fallu justement qu'Aïdjo intervienne. Aïdjo lui dit, Madame, vous continuez comme ça, vous aurez affaire à moi. Vous continuez, vous êtes Madame Delphine Tanga. On avait débarqué un 13 lui demandant d'aller s'occuper de son mari. De son mari, justement. C'était d'elle que vous parlez. Ouais. Oui, tout à fait. Autre chose, le congrès de l'Union nationale camerounaise se passe à Douala en 1975. En fait, c'est le jour-là que la France choisit Paul Biya. Paul Biya est ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Il est délégué au Congrès par le fait qu'il est haut fonctionnaire. Il vient avec une proposition au Congrès ici à Douala en février 1975 où il dit le président du parti, le président de la République ne peut plus être président du parti. Comme les gens qui le connaissaient disent mais le Biya qu'on connaît là, c'est sûr qu'Aïdjo est derrière. La première femme donc a parlé, elle était présidente de l'organisation des femmes de l'UNC. Oui. Elle dit la femme camerounaise est derrière son guide éclairé. Amadou Aïdjo, parce que le jour là, Paul Biya a eu 2 contradicteurs. Le deuxième contradicteur, c'était Mbela Mbappé, qui était chancelier de l'université de Yaoundé.
qui dit l'intelligentsia camerounaise est derrière le guide éclairé. Qui est ceci? D'accord. Sauf que 4 mois seulement après, c'est lui qui apparemment allait contrarier Aïdjo au Congrès, qui était contre, c'est lui qu'on nomme Premier ministre. Le 30 juin 1975. Oui. Tout le monde est tombé des nues. Je dis, mais cette histoire, c'est quoi? Donc, voilà un peu son nature. Ce qui fait que, vous voyez, à cette jour-là, même lorsque le président le remplace en 84 par Yao Aïssatou, ce n'est pas en fait un désaveu, mais c'est qu'elle est en réserve de la République parce qu'elle était régulièrement consultée. Merci. Et dernièrement, comme l'a dit Sandrine, on l'a remis. Malheureusement, à 85 ans, justement, il n'est plus aujourd'hui membre du conseil électoral au niveau des LECAM. Nous ne pouvons que lui souhaiter un repos éternel, mérité, pour la Camerounaise qu'elle a été et qu'elle est encore et qu'elle restera pour nous. Karine Sontia, deuxième sujet ce matin. Nomination, le président de la République a procédé hier à la nomination du nouveau directeur de l'IRIC, Ndongo Daniel Urbain, qui ainsi va remplacer Salomon Ehet, qui lui a été nommé le 3 juillet dernier ambassadeur permanent du Cameroun aux Nations Unies à Genève en Suisse. Daniel Urbain Ndongo, avant sa nomination, était membre du protocole d'État au cabinet civil de la présidence de la République et aussi ministre plénipotentiaire. Sur la toile, les commentaires nous disent que, une fois de plus encore, Charlemagne Messanga Nyamding a encore été oublié. Et les commentaires sont assez nombreux quand même. Hein. Bon, je sais pas, Charlamel, ça vous inspire un commentaire, cette nomination et l'oubli de Messanga Nyamding? Je vais dire quoi? Félicitations. Félicitations. Allez, vous le savez également, le MRC, comme d'ailleurs le MRC rappelle et réinvite les Camerounais justement à aller se réinscrire sur les listes électorales avant la fermeture justement hein, des inscriptions qui datera du 31 août prochain. Je vous renvoie la parole à Charlamel Bachou. Vous avez le sentiment que c'est trop tôt, c'est trop tard? Où était le MRC depuis, votre avis? Monsieur, vraiment, la question que vous me posez, est-ce qu'ils ne sont pas dans leur droit de demander? Ils n'ont pas demandé aux clients, à leurs clients ou à leurs militants d'aller s'inscrire. Ils demandent à tout le monde d'aller s'inscrire. Je crois qu'ils sont là dans une action purement républicaine, demander à tout le monde d'aller s'inscrire parce que leurs voix doivent compter. Je m'inscris dans cette logique et je pense que, franchement, pour un Camerounais, parce que nous avons 3 types de Camerounais. On a les Camerounais qui vont chercher leur carte, qui vont s'inscrire, ils vont prendre leur carte et garder la carte à la maison. On a ceux qui disent, quand on a lancé, dis moi aussi je vais aller voir comment ça se passe, il va s'inscrire, il oublie la carte. Et on a ceux qui discutent dans les bars. Lorsque vous lui posez la question, il dit, monsieur, vraiment le MSC, quand on voit le MSC, on voit le RDPC, quand vous dites, moi ta carte, il dit que gars, laisse. Nous, on sait qu'ils vont tout gagner. Donc, nous, on connaît qu'ils vont tout gagner. Donc, voilà les Camerounais qu'on a. Je crois que ce message à sa place. Il faudrait aussi que ce soit comme le mouvement 10 millions, que vraiment on fasse le tour, qu'on martèle au Camerounais, pour qu'ils puissent comprendre, Ben Sikiner, étudiants et nos jeunes dans les marchés. Il faut qu'ils aillent s'inscrire avant la fermeture. Je crois que c'est le 31 août. Le 31 août. C'est une interpellation qui vous arrange également, Dominique. C'est une invitation. Dominique Côté qui vous arrange. Il faudrait que les Camerounais aillent massivement s'inscrire sur les listes électorales afin aussi, justement, de participer aux échéances électorales à venir, non? Oui, comme ça, ils n'auront plus à se plaindre d'un tel ou d'une inaction ou du manque d'action de tel autre, parce qu'ils se rendront compte qu'effectivement, nous avons choisi tel, et aujourd'hui, on est obligé d'en faire les frais. Donc, pour ceux qui iront s'inscrire, qu'ils aillent. Et maintenant que ça ne reste pas sur les réseaux sociaux, qu'ils organisent des campagnes sur le terrain pour expliquer à certains Camerounais le bien fondé de s'inscrire sur une liste électorale. Et je crois que c'est ça que Mbombo appelle souvent c'est l'école politique, la culture politique, l'éducation politique, voilà, à la citoyenneté, ou voilà, l'éducation à la citoyenneté. Donc qu'ils le fassent.
Il faut absolument éduquer les électeurs, les populations. Carrie Sonti également, ça vous inspire un commentaire, cet appel? Oui, il ne faudra pas attendre 2025 pour que les gens aillent s'inscrire sur les listes électorales. Si on a pu avoir en quelques mois seulement 50 000 personnes inscrites, ça veut dire que si on commence la même campagne en janvier prochain, on pourra encore avoir 50 000 inscrits et ainsi de suite jusqu'à 2025. Maintenant, l'offre que le MRC fait dans le sillage politique peut être interprétée par d'autres partis politiques, par d'autres acteurs politiques comme de la course dans le sac, parce que ils vous disent bien qu'ils n'ont pas d'élus, que ce soit dans les conseillers municipaux ou bien que ce soit à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas de sénateurs, ils n'ont rien. Mais en fait, je pense que l'existence d'un parti politique est aussi fonction de ses actions politiques sur le terrain. Rien à voir forcément avec des élections, parce que au jour le jour, ils animent l'espace politique, ils animent les débats politiques. Et à chaque fois qu'ils font quelque chose, quand même, on en parle. Même si après, on peut quand même regretter qu'il n'ait pas pu agir dans le système électoral, qu'il n'ait pas pu avoir des élus. Mais on va dire qu'on peut se gargariser du fait qu'aujourd'hui, au Cameroun, quand même si les partis de l'opposition n'aient pas une très forte place, leurs opinions quand même se font valoir. Maintenant, les partis de l'opposition. Maintenant, est-ce que ce n'est pas aussi un moyen pour le gouvernement de dire, ok, vous avez même besoin de sujets pour bavarder, allez bavarder là-bas et nous on continue à gérer. Parce que lorsque vous entendez les militants du mouvement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ils vous disent que bavarder, tempêter, nous on est aux affaires. Très bien. Bon, Mengane, c'est une belle interpellation également ce matin. On interpelle, il interpelle les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales. Vous ne mettez pas le terme bétail électoral, puisque à chaque parti politique son bétail électoral ou ses électeurs. À côté de ça également, on sait qu'il y a eu 7 millions d'inscrits aux dernières, selon les chiffres de l'ECAM, parmi lesquels 3 millions ont voté, 4 millions ne l'ont peut-être pas fait aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas temps de réinviter les Camerounais à se dire, il est temps que vous, Camerounais, pour ceux qui veulent qu'il y ait un changement par les unes, que vous alliez déjà vous inscrire et ressortir vos cartes d'électeurs. Et au moment où il va falloir être interpellé, que vous agissez en tant que citoyen de façon efficace, mais surtout contrôlée. Oui, et vous avez bien dit, il faut éviter les termes de bétail électoral. Ça, justement, ça rend un peu bête. Parce que vous direz qu'en France, il n'y a pas de bétail électoral. Non. Ouais. Nous savons tous que ceux qui votent ne sont pas tous des militants des partis politiques. Donc, j'ai dit, c'est le rôle de la société civile. Le rôle de la société civile. Maintenant, comme dit, je suis à la suite de Charles Hamel. C'est une attitude normale, j'allais même dire banale. J'allais dire banale pour les partis politiques de leur appeler. Et vous avez vu qu'il a soutenu en premier. Cabral Libi. Voilà, c'est Cabral. C'est ce que disait Charles Hamel tout à l'heure. En lui disant, voilà, et il pense que ça doit aller, que l'opposition doit commencer à coordonner les actions. En disant qu'il quitte des chemins où vous n'êtes pas, moi c'est moi qui suis, le plus grand c'est moi qui suis, l'avion n'entre pas dans la voiture, c'est la voiture qui entre dans l'avion, moi je suis, voilà. Il y a plein de choses qu'on devrait éliminer et que les points de convergence des partis politiques doivent aller vers cela. Parce que en fait, les 4 millions qui n'ont pas été aux élections, c'est pourquoi? C'est pour ils disent que, comme disait Charles Hamel, soit les résultats sont connus, le RDPC et sa coalition vont remporter, ou alors les autres vous disent, bon, ça sert même à vraiment, les hommes politiques, eux tous ont échoué, ils nous ont déçus. Non. Comment les amener donc vers cette citoyenneté qui va les amener à ne plus attendre le Messie et à être des acteurs sociaux, à quitter votre mauvaise phrase que vous avez inculquée dans l'imagerie populaire, on va faire comment? Comme si on baissait les bras. Non seulement, on a envie de comprendre bien, lorsque Maurice Kamto invite des Camerounais effectivement à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales, on n'a pas encore vidé la question du code électoral consensuel. On n'a pas encore vidé justement la question des guerres dans le nord-est et le sud-ouest. C'est vrai, il avait dit, le MRC avait dit qu'on ne peut pas participer aux élections tant que le pays n'est pas libéré, le pays est en guerre. Ils ont raison. La politique est compliquée. Tout le monde en politique a raison. C'est pour ça que ce n'est pas une science. Bien qu'on vous trompe à l'université
en vous parlant de sciences politiques. La politique n'est pas une science. En plus, on dit Vous pouvez faire 1 plus 1, ça vous donne 2, 1 plus 1 vous donne 10, 1 plus 1 vous donne moins 4. Donc, ce n'est pas une science. Mais tout le monde a raison là-dedans. Tout le monde a raison en ceci que, lui, on ne connaît pas les stratégies. Ont-ils l'information qu'il y aura une élection présidentielle anticipée? On se rappelle également que De Gaulle a fait un coup d'État en 1958. Il n'y avait pas de coulement de sang. Ce n'est pas un coup d'État où on vous dit qu'il a tué tel, il a tué tel. Qu'est-ce qui peut arriver? Ah bon? Pourquoi? Vous avez bien dit, en 1 mois, quelques jours seulement, une quarantaine de jours, la date de clôture, qu'il dit, parce qu'il y avait Covid, je n'en sais rien. Mais, au moment, est-ce que c'est parce que M. Sousset a dit qu'il n'y a que 55 000 qui se sont ajoutés nouveaux inscrits? Je n'en sais rien. Donc, c'est lui et son directoire. C'est lui et son directoire qui savent pourquoi ils mettent. Ils ont fait cette communication. Charles, peut-être pour sortir rapidement, vous croyez en une phrase que c'est l'occasion pour les partis politiques du Cameroun de se coaliser, de se mettre ensemble et surtout de se dire, bon d'accord. Vous revenez à quoi avec ça? Oui, de se coaliser et demander, est-ce qu'on ne peut pas ensemble inviter les Camerounais effectivement à aller s'inscrire massivement Michel Ngacho. Et repenser l'avenir. Michel Ngacho, vous voulez encore me donner les mots de tête pour le week-end. J'invite le peuple. C'est à vous que je parle, au peuple. Laissez-les. C'est vous qui installez et c'est vous qui devez désinstaller. Si ça ne va pas, je dis au peuple, c'est à vous. C'est au peuple camerounais de prendre les décisions qui sont les siennes. Vraiment, on dit maintenant qu'il faut se coaliser. Quelqu'un nous avait dit que c'est les fleuves qui se jettent dans le Vouri. Et non le Vouri qui va se jeter dans le fleuve. Mon père a dit que c'est le camion ou c'est la voiture, le camion ou c'est l'avion. On va revenir à ça. Que mes bras sont tendus, je vous attends. Mon siège est plus grand que le vôtre. Vous n'avez même pas de siège. Venons siéger chez moi. Il faut connaître comment ça fonctionne. Donc évitons de retomber là et disons au peuple, c'est à vous qu'appartient le Cameroun. Et c'est à vous qu'il en revient de prendre des décisions. Vous n'avez pas besoin d'être militant pour être électeur. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'être militant pour être électeur. Prenez votre carte là. C'est la carte là qui va dire. Sur la carte, on n'a pas mis RDPC, on n'a pas mis UPC, on n'a pas mis MRC, on n'a pas mis PCRN. C'est votre carte. Quand vous entrez là, c'est vous et votre conscience. Merci à vous. Merci infiniment, Karine Santia. Merci à vous également, Dominique Audrey-Yengeleg. Merci, Mourad Bengan et Charles Membach pour cette semaine passée en votre compagnie. Madame, Monsieur, vous également, vous faites notre fierté tous les jours. N'oubliez jamais, notre mission est de vous servir. Le Cameroun est le nôtre, nous le construirons ensemble. À lundi.